Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre émission préférée sur Twitch qui a lieu 2 fois par mois autour des salons Japan Expo. Japan Expo Sud à Marseille a eu lieu il y a de cela maintenant une semaine déjà, ça passe si vite. Et ce soir évidemment nous allons faire un bilan de tout ce qui s'est passé. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour ne pas louper ce live mais aussi les prochains à venir, de vous abonner à la chaîne YouTube, etc. Vous connaissez déjà très bien la chanson. Ce soir je ne suis évidemment pas seul comme d'habitude. Je suis accompagné de Jean-François et Thomas, Bonsoir, les cofondateurs de Japan Salut Expo. Elias, ça va? Vous allez bien? Ouais, Bon, ça va. Et vous dans le chat, tout va bien? Mais doucement de. C'est ça, c'était il n'y a pas si longtemps en fait. Hein. Bah, c'était il y a une semaine déjà. Voilà. Ça passe vite en même temps, j'imagine que c'était intense. 3 jours même plus pour vous, du coup 3 jours pour les visiteurs, mais Moi, je suis arrivé le mardi, je suis reparti le lundi, donc tu vois, Une bonne presque semaine. une semaine. Je suis arrivé le lendemain. Mercredi, reparti le lundi. et vous allez évidemment nous dire tout ce qui s'est passé dans le moindre détail lors de ce périple qui était Japan Expo Marseille 2023. Une belle édition, il me semble, hein, de ce que j'ai cru comprendre sur les réseaux sociaux et de ce que j'ai vu sur vos réseaux sociaux, mais aussi chez les gens de façon globale. On va y revenir. Juste pour vous dire déjà que ce sera la dernière mission avant une petite pause, car vous partez au Japon pour Japan Expo Paris, pour préparer Japan Expo Paris, et vous reviendrez du coup en avril, et nous reviendrons en avril, du coup le 3 avril prochain, et l'émission passera du coup à 20h au lieu de 19h30. Voilà, toutes les émissions à 19h30 étaient à 19h30 jusque-là. Là, on passe plutôt sur un horaire de 20h. Donc, dites-nous dans le chat si ça vous plaît. Voilà, en tout cas, on va essayer de passer sur cet horaire-ci. Ce soir, évidemment, il y aura beaucoup d'annonces d'ici la fin de l'émission. On aura des cadeaux à vous faire gagner. Mais avant ça, on va parler du bilan de Japan Expo Sud. C'est parti, jingle. On attaque tout de suite le thème de l'émission avec le bilan de Japan Expo Sud. Messieurs, tout d'abord, avant de rentrer dans les détails, dans les points un peu chiffres, etc., je voudrais d'abord avoir votre ressenti sur cette édition Japan Expo Sud, qui est déjà la 10e, je crois, ou quelque chose comme ça. Ça fait combien de temps que vous êtes à Marseille 13. 13. Donc, Ouais, ça fait un petit 13e, moment ouais. quand même. Mm. Ça commence à Depuis dater. 2009. Ah, ça fait plaisir de voir que tu prépares les émissions à la. Non, mais il fait. Ouais, une dizaine d'années. C'est de la comédie, t'es un acteur. D'accord. Ouais. Il fait croire qu'il sait pas, mais En fait, on a sauté qu'une année, bizarrement. avec le Covid, en fait, parce que les derniers Japan Expo Sud s'est fait au moment des fermetures Covid, au tout début. Mais vraiment au tout début, parce que je crois qu'on l'a appris genre On l'a. limite le jeudi ou le vendredi pour le samedi. Enfin bon, c'était C'est ça. un peu tendu. Et puis après, c'était le premier à refendre aussi. Donc finalement, on a loupé qu'une année. C'est moins douloureux que pour Paris. Ouais, il y avait eu 2 ans de. C'est ça. Et du coup, le retour un petit peu à Marseille. J'ai eu voilà, pas mal d'éditions avant. Déjà, ça vous a fait quoi un petit peu ça, c'est très différent de Paris, je pense. Très différent d'Orléans également, qui est revenu aussi récemment. C'est quoi la différence entre Orléans et Sud, déjà, là, par exemple, qui vous viennent. Est-ce qu'il y a des différences un peu flagrantes qui vous viennent à l'esprit, vous, en tant qu'organisateur de Japan Expo? J'imagine que c'est pas la même organisation, c'est pas la même. C'est pas le même volume déjà de festival. Marseille reste quand même plus grand. C'est pas du coup tout est à l'avenant quoi. Donc, mais c'est une expérience qui est intéressante. C'est peut-être l'ambiance est vraiment très très différente. C'est un peu plus feutré, on va dire, à Orléans par rapport à Marseille. Donc, ok. C'est quoi vos ressentis un petit peu sur cette édition de Japan Expo Sud? Alors, autant on parlait du très bon accueil à Orléans, etc. Autant là, ce qui est un peu dommage, c'est que pour des problèmes qui étaient relativement simples à régler, ça a été tout de suite l'agression en fait. Donc moi j'étais beaucoup à l'assistance visiteur, des gens qui n'avaient pas réussi à acheter leur billet, des gens qui s'étaient trompés, parce que j'ai quand même un monsieur qui nous a crié dessus parce qu'il n'arrivait pas à rentrer avec un billet pour le samedi 15 juillet, tu vois. Donc samedi 15 juillet, évidemment, il s'était trompé de salon. Et c'était notre faute s'il s'était trompé de salon. Donc un petit goût un peu amer là sur l'attitude, parce que des choses peuvent se passer de travers, il peut y avoir des problèmes, etc. Mais on était là justement pour les arranger et pour que tout le monde passe un bon moment. Mais on était tout
de suite dans l'agression verbale, voire physique par moment. Donc c'était un peu bizarre comme ambiance, parce qu'on n'a pas connu ça comme ça à Marseille. C'est toujours été un peu plus chaud, on va dire, mais cette année, c'était un peu, ouais, tout de suite dans l'invective, dans je te rentre dedans, etc. Après, à l'intérieur, pour le coup, bah, c'était beaucoup plus sympa. Les gens, moi, je sais que dès qu'on se porte un gilet et qu'on se balade dans l'allée, ils ont toujours des questions. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Où est-ce que machin? Et là, c'était beaucoup plus sympa. Mais c'est vrai qu'à l'entrée, on a pris un peu cher avec. Espèce de truc qu'on disait dans les émissions précédentes là sur le fait que c'était un peu plus en tension, que c'était un peu plus en pression. Et à Marseille, qui était de base déjà un peu plus en tension, ça a vraiment pris un level qui était un petit peu douloureux pour tous les gens, toutes les équipes de l'accueil visiteur. Ouais. Voilà. Et puis quand on voit le chat, on voit aussi qu'il y a clairement des, des choses qui sont pas claires dans la tête des gens, parce que 30 balles pour un hall et demi, sachant que c'était jamais plus de 23 €. Je vois pas où ils ont trouvé leurs 30 balles les gens. Et c'est un hall et demi. Avant, il y avait 3 halls. Pardon, Ouais. il y avait 2 halls plus le palais des congrès. Donc on va dire qu'il y avait 3 halls qui faisaient à eux 3 18 000 mètres carrés. Et là, on se retrouve avec le hall 3 plus le hall 2 qui faisait à eux deux 20 000 mètres carrés plus tous les extérieurs. Donc en fait, c'est plus grand qu'avant. On a déjà expliqué. Et je pense que les gens se font de fausses impressions. Et le truc qu'il y a, c'est que ça n'est pas plu à certains ou qu'ils étaient surpris, etc., de l'organisation qui soit différente et autres, c'est une chose. De là à devenir agressif, c'en est une autre. Et puis, c'est pas comme si on avait caché les choses. Je veux dire, les plans de cette année étaient à peu près les mêmes que ceux de l'année dernière. Ils étaient annoncés en avant. Il y a... Voilà, il n'y a aucune raison d'être dans cette espèce d'agressivité. Mais sinon, ce que je disais, c'est vraiment une fois qu'ils étaient dedans, les gens qui m'ont abordé, même pendant les conférences et tout ça, on avait une bonne ambiance. Même quand on a géré le public pour le remplissage cosplay, etc., ça s'est vraiment passé dans des conditions très sympathiques. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait cette impression un peu douloureuse à l'arrivée, parce qu'il y avait vraiment aucune raison. Et puis on attend de voir. De toute façon, on a des sondages, donc on verra bien ce que ça donne. Mais c'est sûr que il y avait une circulation peut-être plus difficile à certains endroits parce que on peut tout de suite donner le chiffre, mais on passe de 39 000 et quelques. 39 000 à plus de 46 000 personnes. Donc forcément, ça fait une augmentation importante. Les allées étaient toujours relativement grandes, donc on circulait. Moi, je sais que j'ai circulé en long, en large pour le festival et ça s'est bien passé. Concrètement, voilà, on a des résultats qui sont positifs, nous, de notre côté, en termes de chiffres. On va voir en termes de satisfaction ce que ça donne. Les exposants, je lisais dans le chat qu'il y avait des exposants mécontents, ils se sont pas tout à fait manifestés parce que pour le coup, les exposants, là, on a plutôt que des retours positifs avec des gens qui veulent revenir, etc. Ils ont très bien travaillé l'espèce de zone street food qu'on a fait en extérieur à cartonner. Ça a permis aux gens d'aller prendre l'air, de manger en même temps. On a rajouté des restaurants, donc ça a aussi facilité la vie des gens. Parce que on en a mis aussi, il y en avait dans le hall 3, on en a rajouté en extérieur, et là on en a rajouté dans le hall 2. Donc il y avait vraiment beaucoup plus de restauration, donc les gens ont pu manger plus tranquillement. On pense même qu'il faudra en faire encore plus, tellement il y a eu d'engouement. Mais ça s'est bien encaissé, puis ils se sont pas trop mal débrouillés pour toujours avoir à peu près du stock et tout. Donc c'était hyper bien. Les exposants, ouais, dans l'ensemble, ils ont bien travaillé. On avait un line-up d'invités qui était quand même sympathique. Et les gens ont bien réagi. Ils ont même explosé tout ce qu'ils pouvaient de participation au système de dédicace. C'est quelque chose, après, je sais plus, mais ça a été multiplié par genre 3 ou 4, quelque chose comme ça, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est... il y a une espèce de dichotomie comme ça entre le ressenti qu'on peut avoir si on se mange les gens quand ils arrivent là, puis ce qu'ils ont vécu en termes d'expérience à l'intérieur.
Et du coup, on se dit qu'il y a peut-être des choses qui sont inutiles, quoi. À un moment donné, euh, tout est fait pour que les gens rentrent de la manière la plus agréable possible, puissent profiter du festival de la manière la plus agréable possible. Et on n'a pas besoin, en fait, on trouve des solutions à tout le monde, hein. Donc, C'est ça. Donc finalement, ça un c'est peu quand même. plus de peace and love. C'est ça. Une fois arrivé à l'intérieur, tout se passe plutôt Oui, bien oui, pour le et puis- visiteur, quoi, si je comprends bien. Le truc qu'il y a, c'est quand on parle de plage à l'intérieur, de circulation et autres, la difficulté, malgré tout, c'est que tu peux pas savoir où vont aller les gens. Donc, effectivement, on avait vu l'année dernière sur les espaces de restauration des longues files d'attente. Donc, c'est pour ça qu'on en a intégré en intérieur. On en avait plus aussi pour essayer de dispatcher les files d'attente. Donc, on a étalé tout ça. Simplement, effectivement, là, le samedi, je sais plus à combien on tournait, mais on a fait un des samedis les plus peuplés de toute notre histoire, et on peut pas vraiment s'y attendre non plus, puisque le gros des ventes se fait vraiment tout à la fin. Donc on avait vu que ça progressait un petit peu, mais puis à la fin, le samedi, on a progressé de quasiment 35% de fréquentation. Donc évidemment, on avait des quotas. On sait que là, on était quasiment sold out le samedi, concrètement, parce qu'effectivement, c'était bien rempli. Malheureusement, que ce soit avec des cosplays qui sont peut-être un petit peu grands, effectivement, dans les allées qui ont beau faire 6 mètres, quand tu as tous les gens qui regardent les stands et autres, c'est plus difficile de circuler. Quand tu es en fauteuil roulant ou autre, c'est pas évident de circuler, mais on a difficilement d'autres manières de gérer ça en fait. Donc après sur les extérieurs, quand on voulait pas passer dans le hall 3, quand on prenait les allées extérieures, etc., on circulait encore assez librement. Et même si on était volumineux, parce que moi j'ai promené Chibidino à certains endroits, et Chibidino, voilà, c'est le truc qui fait 2 mètres de large, donc il passait. Donc voilà. Est-ce que parce que tu disais qu'on était passé de 39 000 à 46 000 visiteurs, est-ce que vous attendiez à autant de personnes qui allaient venir par rapport à l'an passé, à la dernière édition? Bah, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu plusieurs effets. C'est-à-dire, à la programmation, on avait plus d'invités, puisqu'on est passé quand même de 71 invités au lieu d'une cinquantaine l'année d'avant. Ok. Donc ça avait pas mal augmenté. Des gens comme Sora, Brigitte Lecordier, Philippe Ariotti ont très très fortement marché. Sora n'étant pas là le dimanche, on savait qu'il y aurait un décalage. En plus, là, il y a le match OM-PSG qui a fait fuir un certain nombre de gens. Mais le dimanche reste un gros jour, puisque on a fait un petit peu moins le dimanche que le samedi, mais c'est quoi? C'est 10%, 15% de moins. Le dimanche, c'est pas énorme. Mais par contre, ça faisait la différence. C'est vrai que la circulation était plus agréable le dimanche, que les gens ont pu assister aux différents événements plus tranquillement. Voilà. Et donc, des fois, ça ne joue pas à grand-chose, parce que 2-3 000 personnes en plus sur une journée, ça donne une densité qui est haute, quoi. D'accord, ok. Donc, au-delà de ça, vous avez d'autres ressentis peut-être plus personnels, au-delà du fait que c'était peut-être un peu plus tard à l'entrée et qu'il y avait beaucoup plus de circulation à l'intérieur. Toi, peut-être de ton côté, Thomas, je sais que tu es plus du côté presse, invité, etc. Ça s'est bien passé, ton ressenti un petit peu par rapport à tout ça? Oui, alors déjà on n'a pas eu à rencontrer les gens que Jean-François a rencontrés. Et non, les invités étaient là, ils étaient hyper contents d'être là. Pour les Japonais, c'était aussi un soulagement, parce que pendant très longtemps, ils n'ont pas pu sortir de leur pays comme ils voulaient. Et là, on sent qu'il y a de l'envie. Il y en a qui lancent leur carrière et tout, donc ils se sont bien mis la pression. C'était hyper cool, quoi. D'accord, ok. En gros, il y a en back-office, puis on a fait des belles rencontres. On a pu discuter un peu plus longtemps avec Ed Le Fou, par exemple. Enfin, c'était super sympa. Que j'ai vu dans le chat d'ailleurs, hein, qu'on salue. Bonjour, je ne l'ai pas croisé. Ok, donc ça s'est plutôt bien passé aussi de ce côté-là. Niveau points chiffrés, du coup, on a parlé un petit peu du nombre de visiteurs, 46 469 visiteurs au total. C'est ça. Vous voulez un petit peu parler des stands peut-être? Il y en a eu combien cette année? 260 stands. Ok. On a fait donc 17 conférences sur les 3 jours. Enfin, pas nous, hein, mais... Voilà, avec des super conférences comme cette rencontre entre Brigitte et Lecordier et Philippe Ariotti
et Shigeshi Kubota. Voilà, qui du coup ont eu un regard croisé sur Dragon Ball et comment ça a influencé leur travail au Japon et en France. Il y avait pas des trucs sympas comme ça. Il y a eu un beau Japan Expo Game Show qui a été très intense. Enfin voilà, c'est ça. Et puis comme on avait pas mal de musiciens, notamment des musiciens japonais avec Ailu Grace, avec Takuya Sugimoto, avec Kim Yon, on se retrouve à avoir 19 concerts showcase qu'on a pu proposer. Voilà, concerts showcase et spectacles. Il y avait aussi des groupes français comme Secret Zero qui étaient là. Et c'est vrai que d'un coup, on retrouvait vraiment l'ambiance plus festive qu'on n'avait pas retrouvé l'année dernière parce que c'était vraiment sorti de pandémie, donc on avait moins d'artistes musicaux. ouais. Mais là, à Ailu Grace, ils ont fait un concert tous les jours et tous les jours, ils étaient voir le public réagir, nombreux, etc. Donc c'était bien. Sugimoto leur avait montré sa danse avec les onigiri là. Ouais. Il l'a fait, ça a cartonné. Donc c'était super sympa quoi. Donc ouais, une ambiance très musicale aussi dans cette Japan Expo. Ça fait du bien après, je pense. Ça faisait du bien de revoir. On avait déjà eu un avant-goût cet été, puis à Orléans et autres. Mais c'est vrai que sur Marseille, l'année dernière, c'était le premier événement qu'on faisait depuis l'interdiction. Et du coup, c'était le vrai redémarrage cette année. Ok. Je vois dans le chat, vous avez beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser un petit peu plus tard dans la partie questions-réponses. Ne vous inquiétez pas, si on n'y répond pas forcément maintenant, c'est pas qu'on n'a pas envie d'y répondre. On y répondra comme d'habitude en seconde partie d'émission. Donc gardez-les de côté et promis, on y répondra. Pour continuer sur les chiffres, on a rajouté une scène. La scène Camo, la fameuse. Voilà, la fameuse scène Camo. Qui nous permettait d'accueillir pas mal de spectacles de danse, d'initiation et autres. Et ça a il y a eu des vraiment workshops. cartonné. Je veux dire, les workshops, ils étaient tout le temps complets. C'est une belle réussite, je pense, cette nouvelle scène. Les dédicaces, il y en avait beaucoup plus, puisque 43 séances de dédicaces. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été un peu déçus parce qu'ils pensaient tous pouvoir avoir une dédicace de Sora, mais à moins qu'il ait dédicacé jour et nuit, et encore, il a 3 jours, à mon avis, ça n'aurait pas suffi. Il ne pouvait pas avoir tout le monde, puisqu'il y a quand même eu, juste pour le principe, c'était quoi, genre 1700 personnes juste pour lui qui ont tenté d'avoir une dédicace, un truc comme ça. Alors évidemment, sur les 2 jours où il était là. Sur les 2 jours où il était là, il y a eu quelques déçus, mais on se retrouve quand même avec 6667 tentatives d'obtenir une dédicace pour 1925 gagnés. Donc en fait, il y a un ratio de 1 à 3, grosso modo. Et le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, quand vous avez autant de gens qui veulent avoir un artiste qui va faire, je pense que dans les 2 jours, Sora, il a dû faire 250, 300 personnes. Ouais, on a même rallongé. On a même rallongé le samedi, voyant le succès. Sora a accepté de prolonger ses dédicaces pour essayer d'avoir plus de gens. C'est aussi pour ça qu'il passait sur scène, pour qu'on le voit. Et c'est vrai que c'était pas évident, et il peut pas. Enfin, si tu commences à en faire une de plus, voilà. Ouais, ça commence à devenir très vite. Voilà, et puis c'est mine de rien, c'est éprouvant parce qu'il prend le temps de discuter, une photo, machin, etc. Donc voilà. Ou alors, à moins qu'on fasse à la chaîne, parce que ça, je l'ai vu quand on gérait les dédicaces des acteurs de Stranger Things, par exemple, à Comic-Con. Les mecs, ils arrivaient, c'était je te passe la fiche, je te tape, et tu lèves même pas la tête pour dire bonjour au gars qui est en face de toi, quoi. Alors là, effectivement, on est capable de faire beaucoup plus. Mais je pense que c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est plus de pouvoir partager, d'avoir un instant avec l'artiste, quoi. Il y a quand même près de 2000 dédicaces distribuées. Hein. Enfin, c'est pas non plus énorme. C'est beaucoup de gens qui sont partis avec des choses. Et mécaniquement, dans le système de dédicaces, il y aura toujours plus de gens déçus parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir une dédicace, que ce soit parce qu'ils ont attendu pour rien, et ça on a essayé de le supprimer avec tous les systèmes d'application qu'on a mis en place, que ce soit parce qu'on est venu trop tard, et ça tous les tirages au sort et tout, on essaye de donner le plus de chances possible équitablement à tout le monde d'avoir une dédicace, et mais il y aura toujours plus de gens qui tentent leur chance
que de gens qui réussissent. Et le seul moyen, enfin, sinon après l'étape, c'est qu'on rentre là, dans les trucs à l'américaine où tu payes ton gros chèque et t'es sûr Ouais, d'avoir alors ton ça, le machin. nombre de gens qui ont voulu acheter les dédicaces de Sora, c'est impressionnant. ouais Et nous, c'est pas la relation, et je pense que les Japonais, c'est pas non plus la relation qu'ils veulent avoir avec plus les américain, fans. Voilà, ce c'est très côté, américain. Donc voilà. Mais en tout cas, je note 6667 tentatives de dédicaces sur les 3 jours, dont 1925 gagnés. En 2022, c'était 1074. Donc Ouais, quand même vachement 1074 gagnés, donc on a quasiment doublé le nombre de dédicaces distribuées. Et en termes de tentatives, on était déjà bien en dessous aussi. Parce que là, je crois que le vendredi, on avait fait plus en 2023 que les 3 jours en 2022. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui ont tenté d'obtenir une dédicace. C'est logique, hein, plus de monde sur le festival, C'est plus ça. d'invités, donc plus de dédicaces. C'est la suite logique. Le vendredi soir, il y a eu, du coup, tu l'as dit, autant de tentatives. Sur l'application, on a beaucoup parlé de l'application. Ouais, alors dans les émissions. il y a pas mal de gens qui avaient ce petit souci, c'est que quelqu'un avait acheté les billets, ils étaient plusieurs, et en fait, c'est la personne qui avait acheté les billets qui avait tous les billets dans son compte. Et je sais qu'on m'a plusieurs fois posé la question, mais pourquoi je peux pas juste récupérer mon billet? Alors en fait, le problème, c'est que si on imaginait que une fois que vous avez un billet, vous le scannez, vous le rentrez, il est à vous, ça veut dire que à un moment donné, n'importe qui scannerait un billet, même de manière illicite, votre billet dans l'application, et donc vous pourriez plus vraiment en profiter parce que quelqu'un aurait usurpé votre billet. Donc le principe, il est assez simple, c'est la personne qui a acheté, si au moment de l'achat, elle pense à cocher la case pour dire j'envoie le billet à telle adresse email, automatiquement, là, vous recevez votre billet dans votre compte. Par contre, si elle n'a pas coché, il faut qu'elle fasse une opération qu'on appelle l'opération de transfert de ticket, et effectivement, à ce moment-là, elle dit ce billet-là, je l'envoie à Ilias. Et Ilias reçoit un message, on vous a envoyé un billet, est-ce que vous êtes d'accord? Tu dis oui. Et le transfert est effectif. Mais on ne peut pas juste, en scannant le billet de quelqu'un d'autre, l'intégrer dans son compte, parce que sinon, ça risquerait d'emmener plus de problèmes qu'autre chose. Donc on a mis en place ce principe de transfert. Et la difficulté qu'on a vue cette année, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes dont les billets étaient achetés par papa-maman. Et du coup, eux, ils n'avaient soit pas de téléphone, soit pas moyen de récupérer leur ticket, etc. Pas dans leur compte. C'était pas évident, voilà. D'accord, ok. Donc ça, ce sera peut-être un des points. Je sais pas comment on peut améliorer ça, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu difficile parce que on y a beaucoup réfléchi, et c'est vrai qu'il y a pas, et le système de tirage au sort reste, à mon sens, à notre sens, le plus juste, parce que effectivement, juste le premier arrivé, premier servi, ça crée des cohues et des bagarres monstres. Et à un moment donné, si on doit faire une sélection, le tirage au sort, c'est ce qu'il y a de plus neutre, parce que sinon, comment on fait la sélection, quoi. Ok, d'autres points à dire sur l'application sur lesquels. Sur l'application, il y a beaucoup de choses à dire. J'imagine bien. On va faire, je pense, encore des émissions après où on reviendra là-dessus sur tout ce système-là, etc. Et ça mérite une émission dédiée. Et parfois, il y avait des gens qui avaient acheté plusieurs billets parce qu'ils espéraient avoir plusieurs chances, mais sauf que comme ils avaient fait scanner qu'un seul billet en entrée, si le billet n'est pas scanné, ils ne pouvaient pas jouer. Voilà. Bon, comme l'a dit Thomas, on essaiera de vous faire une émission complète, peut-être dans le mois d'avril, le mois de mai, pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe pour le. Et j'imagine que d'ici là, peut-être ça aura aussi évolué. Oui, on va avoir fait quelques évolutions, mais c'est vrai que l'avantage en plus d'avoir ce tirage au sort sur le téléphone, c'est que tout le monde peut participer en même temps. Donc quand vous arrivez, vous pouvez tout de suite voir si ça vaut le coup, si vous avez gagné ou pas. Avant, c'est vrai que le principe avec les ordinateurs où il fallait faire la file d'attente pour tirer au sort et autres, c'était compliqué. Là, on se retrouve avec une possibilité de se dire tiens, à 14h30, j'aurai tel artiste. Et du coup, tu sais que tu peux profiter du festival, tu as ton accès à la séance de dédicace qui est sécurisé. Ouais. Puis voilà. Tu n'as plus besoin d'aller en point, tu le fais de n'importe où. C'est censé être beaucoup plus confortable pour les gens. C'est clair. On a parlé de l'application, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus du côté média. Et là, Thomas, je me retourne vers toi, parce que cette année, il y a eu une forte. Il y a eu une super couverture média, on est hyper content. Il y a eu une très belle réaction, notamment des médias régionaux, où on n'a jamais fait autant de couverture.
Ça a commencé le week-end d'avant et pendant une semaine, ils parlaient de nous. On s'est vu en cours, c'était très classe. On a été soutenu aussi par BFM, par tous les journaux locaux. Bah, là, on peut voir en bas, c'était sympa. Les journaux spé, bah, vraiment, on a eu un engouement pour la programmation du festival qui est particulièrement fort cette année et qui a sans doute participé à convaincre plus de gens de venir et on est vraiment très très content. On remercie tous les journalistes qui se sont mobilisés. On a même, pour la petite anecdote rigolote, fait le même nombre on fait des sacs avec des dossiers de presse et tout ça pour les journalistes. On a une petite conférence le jeudi après-midi. On avait prévu le même nombre que d'habitude et on a été obligé d'en refaire en panique parce que il y avait plus de monde que ce qui était attendu. Bah, Et tant ils mieux, ne sont pas forcément déclarés, eux. tant mieux, c'est que vous étiez attendu, quoi. Par les Voilà, médias, vous étiez attendu, exactement. en plus de par les visiteurs. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, petite anecdote, et petite photo même, il me semble, parce qu'on a Monsieur Kubota Sensei qui était à Marseille et qui, Voilà, qui parce s'est pris en que photo devant. on avait demandé à un de nos camarades de prendre une photo. On avait une belle affiche sur le Vieux-Port. On lui a demandé de prendre une photo et il se trouve qu'à ce moment-là, il était avec Monsieur Kubota qui a vu l'affiche avec son nom en gros et tout. Et puis on peut voir, il était très 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 content Ouais, ça doit faire de tout voir drôle. cette affiche. C'était bien sympathique, quoi. Voilà, petite Un anecdote. bon petit moment. Avec son nom, en gros. Ça peut être toujours plaisir. Shigeshi Kubota qu'on pouvait notamment rencontrer à Japan Expo Sud en conférence et en dédicace, peut-être, j'imagine aussi, en dédicace. Conférence, Donc, dédicace, il en a fait un Un paquet. certain nombre. un paquet, j'en ai vu passer quelques-unes. C'est ça. J'étais jaloux. Voilà, c'est pour qu'ils y étaient, vous étiez des petits chanceux. Japan Expo Sud, c'est également des temps forts de programmation et on a sélectionné 3 temps forts. Il y en avait plein, évidemment, Bah oui. mais il va falloir choisir quelques-uns pour pas malheureusement tout parler de tout ce soir. Le WCS, pour commencer, avec 1300 spectateurs, messieurs. Oui, bah, les deux grands shows de ce cosplay du samedi, donc le WCS Et et le le cosplay show le dimanche, on fait salle comble. Donc on a bien rempli la scène Ichigo à ce moment-là. Mais là, justement, c'est là où je disais, c'était vraiment sympa parce que les gens rentraient, ils se positionnaient comme ils pouvaient, ils respectaient à peu près des allées pour qu'on puisse avoir des dégagements en cas d'incendie. On a même pu voir, pour la première année d'ailleurs, nos amis, les pompiers du parc qui sont venus nous donner un coup de main pour justement mettre bien en place tout ça. Et on a eu un beau spectacle. La petite déception sur le WCS, c'est que on avait... les règles du WCS sont imposées par l'organisation de Au Nagoya. Japon. Et elles sont assez strictes, donc c'est vrai que pour les cosplayers, c'est pas évident de rentrer dans les cases. Et en plus, comme on a dû attendre là pour savoir comment ça allait se passer, etc., les annonces comme quoi les sélections françaises allaient se faire sont arrivées assez tard. Et on a eu seulement 6 participants, mais seulement 3 sont arrivés jusque sur scène, parce qu'il y en a 3 qui ont Changer d'avis. alors, qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout du processus. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec une petite finale, mais c'est vrai que c'est compliqué. Donc, on avait rajouté un passage sur scène de tous les gens qui voulaient, etc. Donc, ça nous a permis de faire des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire et de malgré tout avoir un bel événement cosplay. Et le dimanche, par contre, c'était complet de chez complet, là, en termes d'inscription. Pour le cosplay show, on était complet dans la salle, mais aussi en backstage parce que on avait plus d'inscrits que de places, donc on a dû refuser des gens le dimanche à ce moment-là. Je vois plus de 60 cosplayers étaient inscrits pour le. Il y avait 60 places et il y avait 80 inscrits à un moment donné, donc on a dû fermer à ce moment-là et excusez auprès d'une vingtaine. Voilà. C'est entre eux. Et un autre, le troisième temps fort qu'on a sélectionné, donc c'est le Japan Expo Game Show qui faisait son grand retour parce que l'année dernière, je crois qu'à Marseille, on n'avait pas pu le faire. Non. Et là, cette année, on avait un très beau plateau Japan Expo Game Show avec Rayton Sora, Philippe Ariotti et Brigitte Lecordier qui étaient donc les invités et qui jouaient avec chacun un membre du public. Donc on avait 2 équipes. Et on a fait un beau show avec à la clé on en avait parlé, une Nintendo Switch OLED de Pokémon Violet et Écarlate offert par Zen Market. Donc un beau le cadeau. vainqueur était très content.
J'imagine bien. Bon, en tout cas, ça aussi, c'était un des temps à ne pas louper à Japan Expo Sud. Et il y en avait évidemment plein d'autres qu'on ne citera pas aujourd'hui spécialement, mais il y avait de quoi faire, notamment sur les stands, car il y avait également des animations de stands un peu partout dans le salon, à commencer évidemment par des tournois Yu-Gi-Oh! Et plein d'autres. Avec notre partenaire Parkage qui a tenu ces espaces et qui a organisé lui-même, de lui-même, ces tournois sur le festival avec des très très beaux lots à la clé. Bah, il y avait des boosters Yu-Gi-Oh! Exclusifs qui sont des boosters que vous ne pouvez obtenir que en participant à des compétitions primées comme ça officielles. Donc c'était vraiment des beaux cadeaux. La zone de jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes, là, elle a été remplie mais tout le temps à tel point qu'elle était trop petite à force. Donc on va voir ce qu'on fera l'année prochaine pour l'agrandir. Il y avait des jeux déjà dans le commerce. Il y avait aussi des jeux en avant-première. Donc par exemple, Il est dégoûté. ah ouais, il y avait un jeu de. Alors, il y a une société française qui s'appelle Arcadia Studio qui fait des super jeux de plateau et qui est notamment a sorti un jeu qui s'appelle Erune. Donc, c'est un jeu d'Heroic Fantasy, un peu la HeroQuest et tout ça, mais avec une application qui fait le maître de jeu en fait. Donc, on est vraiment en Comment ça collaboratif. s'appelle? Erune. Je crois que Et je sais là, pas. ils présentaient leur nouveau, Ouais. qui se passe cette fois-ci dans l'espace, puisque c'est Spark Rider 3000. Et du coup, tu as l'ordinateur de bord qui te dit ce qu'il fait, et tu es dans le vaisseau à devoir le maintenir, à transporter une cargaison pendant que tu te fais attaquer par les extraterrestres, etc. Ok. Et malgré le bruit ambiant, et la reconnaissance vocale, quand tu disais je passe à vitesse lumière 3, l'application a marché bien, elle répondait, et je pense que les gens qui ont pu tester se sont vraiment éclatés, et j'espère que les gens d'Arcadia Studio sont contents de la démo, mais nous on était très contents de les avoir en tout cas. Alors après il y avait plein de trucs, il y avait du Ark Nova, il y avait plein de jeux. Je sais pas si tu avais récupéré la liste au final. On a récupéré quelques-uns. Voilà. Cabot, Pierre Papier, Magicien et Rune étaient là aussi, mais comme je disais, Arcadia Studio nous présentait en plus un jeu donc Kickstarter qui devrait sortir que l'année prochaine au final. Donc D'accord, ok. voilà, c'est Une belle petite avant-première. une belle avant-première pour ce jeu-là. Très, très bien. On continue aussi toujours dans les animations de stand. On voit la belle photo avec le Ouais. stand de Duvet Calligraphie qui faisait des initiations et qui faisait carton plein à chaque fois, quoi. Voilà, c'est de la calligraphie, mais habillé avec du dessin. Le stand en lui-même, déjà, de base, est très 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 beau. Et super bien décoré. Et en plus, les gens sont hyper sympas. Et vous pouvez repartir avec votre nom en hiragana, en katakana. Et le tout sur des créations originales. C'est très très beau. Très, très bien. Et puis, après, très très beau, il y a très très bon. On avait aussi la Star Hill Team qui faisait des initiations au diorama, donc ils expliquaient comment ça fonctionnait, ils mettaient à disposition toute la matière première et on pouvait s'inscrire pour faire des ateliers comme ça ou créer son petit décor et on repartait avec le décor. Voilà, ce qu'on avait fabriqué, on repartait avec. Voilà, et en plus quand on avait participé, on gagnait même des gènes, donc c'était vraiment, vraiment sympa et les gens de la Star Hill Team étaient tellement sympa que quand les gens disaient ah oui mais j'ai peur de l'abîmer, donc ils gardaient les décors, donc on pouvait repasser le soir avant de partir pour récupérer son décor pour pas avoir à se le trimballer pendant tout le festival. Et j'ai vu des gens qui se faisaient des petites colonnes grecques, j'imagine qu'ils avaient des chevaliers du zodiaque à mettre dedans à un moment donné. Donc c'est vraiment sympa, belle expo et bel atelier de démonstration, quoi. Et Emma Bodina qui proposait de faire des pâtisseries japonaises qui étaient très très bonnes, et on pouvait apprendre à sculpter, parce qu'en fait c'est de la sculpture sur pâtisserie avec de la pâte de haricots, et on apprenait à sculpter. Et de la même manière, là on repartait avec sa création, même si je pense qu'elles ont été gardées beaucoup moins longtemps que les dioramas qu'on pouvait apprendre à faire avec Star Team, parce que les gens les ont vite consommés. Voilà, encore pas mal. C'est un petit échantillon évidemment de tout ce qu'il y avait sur le salon en termes d'animation de stand. Il y avait également les 143 stands loisirs que vous pouviez retrouver sur le salon. Donc là, pas mal de petites photos, il me semble, également pour montrer tout ça. Du coup, on en avait parlé puisqu'on avait fait une émission avec Callahan sur ces stands-là. Donc là, on voit les différents modules. Alors, il y avait la fameuse histoire de... Là, on voit des photos avec cloison. On doit avoir une autre photo avec la vue de tous les stands, voilà, où je disais que c'était plus sympa parce que c'est plus aéré, on voit bien, et c'est vrai que on voyait vraiment toute la zone
librement sans que ce soit barré et ça donnait vraiment une ambiance différente et vraiment plus sympa, quoi. Et chaque table rivalisait d'imagination pour voir comment monter en hauteur, comment exploiter l'espace disponible pour mettre en valeur ses créations. Retour sur la scène Camo également, qui faisait son entrée, sa première à Marseille. Centré sur la danse et la musique. Est-ce qu'on en parle? Qu'est-ce qui s'est passé de beau de ce côté? Alors, on avait pas mal de choses, parce que je disais, il y avait donc des shows, il y avait aussi des initiations. Donc on avait le random K-pop dance, le blind test aussi. On avait des concours là-dessus. On a Takuya Sugimoto qui est venu pour faire une démonstration de sa chorégraphie et partager avec le public, justement. On voit les photos là, nombreux. La chorégraphie de Onigiri. C'était assez sympa à voir. Voilà. Il y a du coup pas mal de choses à développer là-dessus, parce que c'est des choses qui existent depuis quelques années, mais qui se formalisent au fur et à mesure du temps. Donc on a pas mal de choses à voir, à mettre en place pour l'avenir, quoi, au final. Ok. Il y avait des blind tests également, K-pop, Ouais. J-pop. K-pop et J-pop, les blind tests, donc des quiz où vous pouviez gagner un certain nombre de lots. Voilà. Très, très bien. Donc encore une fois, pas mal de choses qui s'est passé autour de cette scène Camo, qui reviendra peut-être l'année prochaine, on espère. Il n'y a pas de raison qu'elle ne revienne pas, vu comment elle a fonctionné. Donc c'est aussi une très bonne nouvelle. Ce qui s'est un peu moins bien passé, il y a eu un petit bug également, je crois, sur les... le vendredi matin, il y a eu un bug informatique pendant une petite trentaine de minutes sur la billetterie, qui fait qu'en fait, tous les gens qui achetaient pendant cette période-là payaient mais ne recevaient pas leur billet. Donc on s'en est rendu rapidement compte et ça a été corrigé. Je pense que le bug, il a duré entre 10h58 et 11h28, grosso modo. Ouais, c'est très précis. Puisqu'on a les horaires des commandes. Tous les gens qui se sont présentés avec leur preuve de paiement, etc., on a vérifié qu'effectivement, au niveau de la banque, on avait reçu leurs transactions bancaires et autres, et on les a fait rentrer, évidemment, parce qu'ils avaient acheté leur billet. C'est simplement que ils l'ont pas reçu, ils l'avaient pas dans leur compte. Mais ça, c'est un peu les aléas de l'informatique. Voilà. Très très bien. Et notamment sur le Japan Expo Game Show, beaucoup de gens voulaient voir les invités. Il y avait un beau line-up. Et il y avait une possible participation au show. Il y avait un beau lot, donc les gens étaient très motivés. C'est un peu trop motivé. Des petits mouvements de foule sur la scène, enfin devant, pas sûr, mais devant la scène, qui ont été contrôlés heureusement par le staff. Mais ça, il y a eu une petite gouttelette. Ok, très bien. Et pour terminer sur le thème de l'émission, qui était le bilan, un remerciement de tous les partenaires. Oui, on remercie tous les gens qui ont participé au festival et puis les partenaires en particulier. Après, je sais pas si on a une petite image, si on devait les citer très très vite fait. À la Fnac, Zoom Japon, Fun Radio, les cinémas CGR, Canal BD, la chaîne manga La Marseillaise Market, dont on a parlé tout à l'heure, qui a fait un super cadeau au vainqueur du Japan Expo Game Show, Crunchyroll pour ses projections, le Toyokoin, hôtel japonais à Marseille, qui est quand même une particularité incroyable, Parkage, qui a animé les espaces de jeu, le consulat général du Japon, qui a amené beaucoup de culture traditionnelle sur le festival, Isan Manga, qui a amené une expo, Kana, qui a amené des auteurs, Duvet Calligraphie, dont on a parlé tout à l'heure, et toutes les associations, tous les exposants qui sont venus et qui se sont bien donnés pendant les 3 jours. Et on remercie en particulier Karaté Dojo Marseillais. Là, on peut voir le petit cadeau qu'ils nous ont laissé. Karaté Dojo Marseillais, voilà, ils ont fait une jolie petite plaque comme ça, Japan Expo Sud, avec le logo et tout. Et un grand merci du Karaté Dojo Marseillais. Donc on est très très content de ce joli cadeau qu'ils nous ont fait. Et on leur avait dit qu'on le montrerait à l'antenne. C'est chose faite. Bien voilà, c'était le remerciement de tous les partenaires et surtout la fin du bilan de Japan Expo Sud. Nous avons bien vu dans le chat, vous avez plein de questions et on va y répondre d'ici quelques courtes minutes. Juste avant ça, c'est le journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines chez Japan Expo. C'est parti, jingle.
On est parti pour le journal de bord, le bilan des 2 dernières semaines de Japan Expo. Évidemment, on a déjà parlé de ce qui s'est passé à Marseille, du salon. On va parler un petit peu de tout ce qu'il y a autour maintenant, à commencer par la visite par l'Office du tourisme pour notamment les invités. Ouais, Japonais. ça aurait dû être un super moment pour découvrir la ville. Et puis finalement, ça s'est transformé en super repas sans visite de la ville. Parce que ils avaient un super bus panoramique pour visiter la ville, Marseille by Night, aller voir Notre-Dame de la Garde et tout. Et c'est des bus touristiques, donc c'est des bus, tu sais, où on ouvre le toit, on peut l'ouvrir et le fermer. Et quand il fait beau, tu l'ouvres, quand il fait pas beau, bah, tu le fermes. Là, c'était un moment où il fallait le fermer, mais malheureusement, il y avait un genre de crochet qui retenait le toit, qui ne fonctionnait plus. Et donc, quand le bus freinait, paf, Aïe. et le machin qui fermait, et puis quand il accélérait, ça se rouvrait. Oh, c'était pas bien. Donc, ils ont dépêché un réparateur qui est venu en urgence, mais C'était un peu tard. c'était un peu tard, donc c'était une belle occasion manquée. On a aidé des auteurs, notamment les Japonais, qui étaient bien contents d'imaginer pouvoir avoir un aperçu rapide de ce qu'il y avait de plus beau dans la ville de Marseille. Et ça s'est Ça a l'air un peu glissant entre les doigts, mais franchement, l'Office du tourisme, après, c'est bien rattrapé en leur faisant voir un petit Marseille by Night post-resto. Très, très bien. On continue, on parlait un petit peu tout à l'heure de la couverture médiatique. On a vu une petite photo de Voilà, toi, Thomas, c'est ça. à BFM, À Provence. BFM Provence, tout à fait. Mais c'était plus le côté, on est à fond sur le salon et là ils nous disent ouais, il faut que vous veniez. Et en fait, c'est super tôt, le matinal, il faut arriver super en avance. Et moi, j'ai découvert un truc, hein, c'est qu'à Marseille, à l'ouverture du métro, là, enfin vers 6h, je passais l'ouverture, mais vers 6h, j'étais tout seul. J'avais un métro pour moi, j'étais Ah ouais. tranquille. J'avais presque l'impression d'être dans un véhicule privé. Bien écoute. C'était Mais après, cool. c'est une expérience super fun. La télé ou le métro? Non, l'émission, la matinale, là, parce qu'on voit bien que les gens, le moment où ils se réveillent, ils sont dans leurs infos et tout, c'est Toi, tu rigolo, devais quoi. être frais Ah, j'étais à fond, sur le plateau. Bon, à fond. Juste avant, heureusement, ils ont été gentils, parce que je fonctionne beaucoup au café. Ils m'ont vu arriver, vous voulez un café, vous? Et ils m'ont sauvé le temps du plateau. Très très bien. Message aussi pour les gens qui étaient à la convention, au salon, sur le salon. Et, les objets perdus. Il y a ouais. une adresse. Parce pour, qu'on a eu pas mal de questions, donc on profite du Twitch pour le redire. Donc si jamais vous avez perdu quelque chose, on a retrouvé un certain nombre d'objets. Si vous nous contactez, donc on a l'adresse c'est objet-perdu, tout ça au pluriel, @japanexpo.com. Vous nous envoyez la description de ce que vous recherchez et on pourra vous dire si nous on a Si on a l'objet ou récupéré pas. ça, si on a trouvé. Et après, bah, il y a toute une logistique à mettre en place parce qu'il faut que vous nous envoyiez de quoi vous renvoyez votre objet perdu tout simplement. Et c'est parti, mais on a déjà renvoyé un certain nombre. Donc, si jamais il y a quelque chose qui a disparu, ne soyez pas désespérés, peut-être qu'on l'a. On n'a pas retrouvé la terre entière, mais on a une belle boîte complète d'objets. Alors, ça va de la carte d'identité, carte bancaire, des sacs, des chaussures, il y a de tout. Voilà, donc... Écoutez, vous avez une adresse, elle est dans le chat actuellement et vous pouvez envoyer votre demande sur cette même adresse. On continue avec Japan Expo de Paris. Voici parce qu'on continue à travailler sur Japan Expo de Paris, messieurs, j'imagine. La campagne de commercialisation oui. notamment. C'est ça. Et on a notamment commencé à opérer bien avec les professionnels. Et notamment, on peut vous confirmer que tous les éditeurs, les grands comptes, ils sont chauds et ils seront là. Et on vous racontera petit à petit ce qu'ils vont faire et tout, parce que là, pour l'instant, ils nous ont juste dit ok, on est là, mais on n'a pas encore le détail. Mais ça viendra peut-être même quand on réussira à en faire venir pour raconter ce qu'ils font. Eh bien, ce sera avec plaisir qu'on les accueillera pour les prochaines émissions. On rappelle, on reviendra en avril pour parler de Japan Expo Paris. Ce sera le dernier arrêt pour cette saison. Et ça risque d'être très très cool, notamment sur les campagnes de stand loisirs qui est totalement complète. Bah, la dernière fois, ouais, je disais attention, il reste une dizaine de places. Ça y est, là, c'est. Ouais, les créateurs, là, c'est complet. Alors c'est pas mal parce que ça va changer un petit peu de look du coup parce que va y avoir effectivement un peu plus
d'amateurs et un peu moins de passion, ou le contraire? je sais plus. C'est l'inverse. Voilà. Mais ouais, ils sont très nombreux. Donc tout le monde a l'air très 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 motivé. Donc c'est super cool, pareil. On refera des focus parce que comme ils sont nombreux, on va essayer de vous aider aussi à vous y retrouver au milieu de tous ces créateurs. Et on va continuer à faire ce qu'on a commencé à faire là avec ceux de Marseille. Alors demander de nous envoyer des petites vidéos pour présenter ce qu'ils font et à les partager sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, ça on pourra aussi en retrouver pas mal à Paris. Et ça Voilà. risque d'être Alors, très, très il y a cool. une liste d'attente pour les stands, malgré tout. À loisir, j'ai oublié d'en parler. Parce que effectivement, il y a toujours des gens qui, malheureusement, se sont engagés et puis vont avoir un empêchement. Donc, si vous voulez vraiment, vous pouvez vous mettre sur la liste d'attente. Mais voilà, ça reste quand même conditionné à l'annulation. Une d'autres. défection éventuelle, ouais. On parlait également du bilan de Japan Expo Sud. Bah oui, parce Et que le- Japan Expo Sud, c'est pas fini. Hein. On est en train de justement Là, de il faut clore, débriefer, il faut justement donner les consulter justifs. les sondages, avoir les retours de tout le monde, etc. Donc des partenaires également, j'imagine. Ouais, c'est ça, on leur donne tous les justement. justifs de tout ce qu'on a fait avec eux, pour eux. On fait des petits dossiers, on prépare justement tout ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, pour pouvoir se relancer sur l'année d'après. C'est vrai aussi avec toutes les assos, toute la programmation. Bon, là, on est en pleine phase de dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Et il faut patienter jusqu'aux questions pour qu'on puisse y vous répondre. répondre, parce que là, pour l'instant, on n'est pas tout à fait capable. Enfin, on prend en compte certains trucs, mais Voilà. là, le truc qui est effectivement important pour nous, c'est de faire tous ces bilans-là pour justement se projeter sur qu'est-ce qu'il y aura à modifier, changer, améliorer, ajouter. Tout ça, chaque année, c'est cette grande période-là où on récolte tous les feedbacks de tout le monde. Et puis après, bah, ça nous sert dans la réflexion pour l'année suivante. Ok. On continue quand même à parler de Japan Expo Paris, car ce soir il y aura pas mal d'annonces pour le salon qui arrivera cet été. Restez bien jusqu'à la fin, hein, je vous rappelle. On va commencer, quoi. On va commencer sur les chapeaux de roue. On a déjà commencé en fait, même il y a quelques semaines déjà déjà, commencé, des on va belles annonces. continuer. Ça continuera ce soir et ça continuera dans les semaines et mois à venir. Il y a également la conférence de presse qui est datée Ça y est, Voilà, au 8 juin 8 juin. 2023, je crois. 2023, bah, oui, j'espère. sauf problème qu'on n'aurait pas vu venir. 8 juin 2023, il y aura la conférence de presse, donc bah, c'est à guetter, parce qu'en général, c'est aussi à ce moment-là qu'il y a Beaucoup d'annonces. une recrudescence d'annonces. On en fait tout au long, mais c'est vrai qu'autour de la conférence de presse, ça cristallise beaucoup de choses, donc ça permet de confirmer tout ce qui est à confirmer. Ne vous en faites pas, on parlera aussi de tout ça dans une émission qui sera dédiée Évidemment. dans ce temps-là, à peu près vers le 8 juin, pour parler de toutes ces annonces ensemble, comme d'habitude. Vous avez évidemment l'habitude sur cette chaîne. Et concernant un petit peu plus les points chiffrés des projets en cours et en attente chez Japan Expo, pour Japan Expo Paris, je sais qu'il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Est-ce que vous avez des petits chiffres à nous donner un petit peu Bah, ça avance bien, puisque au final, sur tout ce qui est programmation, là, on est déjà sur plus de. Alors, on est à 65 projets, très précisément d'ailleurs, qui ont été validés éditorialement, avec qui on est en train de discuter pour finaliser leur participation, leur contrat et autres. Et à côté de ça, on en a encore 70 à l'étude. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que Sachant nous, qu'il y, on en n'a a pas- aussi un bon paquet à qui on a dit désolé, ça sera pas possible cette année. concernant les invités? Ah, les Pour, invités. Les invités, on a du oui, chiffre un peu. on les garde après. Donc, on va avoir des invités japonais, des invités coréens, mais pas que, puisqu'on aura aussi Amazing qui va pointer le bout de son nez cette année et qui Exactement. va, on l'espère en tout cas, accueillir son lot d'invités de son côté. Parce que c'est vraiment le but du jeu, bah, c'est de continuer, de reprendre le développement de tout ça, quoi. Mais on l'a dit, le Japon, l'Asie, Mm. c'est complètement ouverte. Et du coup, il y a un effet. Ça veut dire qu'on en reçoit vraiment beaucoup de sollicitations. Et il va y avoir un line-up cette année. Évidemment, on ne peut pas tout dévoiler, hein, parce qu'on est dans la phase où justement on discute à comment ça peut se faire et ainsi de suite. Mais le line-up qui se pressent est juste ouf, quoi. Écoutez, on espère et on constatera ça, je pense, semaine après semaine, notamment ici,
avec toutes les annonces qu'on vous fera, et ça commencera encore une fois ce soir. Donc n'oubliez pas, hein, je vous rappelle, mais il faut évidemment s'abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines émissions. Activez la petite cloche. Vous connaissez la chanson, voilà. Tout ce qui est Twitch, vous connaissez mieux que moi encore. Donc je vous laisse faire tout ça. On attaque la partie que vous préférez. Je vous sens chaud, particulièrement chaud. Ce soir, c'est les questions-réponses. C'est parti, jingle. On est parti pour les questions-réponses. Dans le chat, vous pouvez y aller. Posez toutes les questions que vous voulez, que ce soit sur Japan Expo Paris ou Japan Expo Sud. Et Jean-François et Thomas se donneront au mieux pour y répondre. Et là, je vois beaucoup de longs messages, de longs pavés. C'est pas mal. Ça va être compliqué en live, évidemment, de tout lire et tout répondre. On Donc va mettre le ralenti là. Parce que... N'hésitez pas aussi à reposer la question. Attendez 5 minutes, 5-10 minutes. Et on y répondra peut-être une seconde fois si on l'a pas vu passer. En tout cas, on va essayer de faire au mieux. Je vous le promets. Alors, la première question, ça serait quoi? Moins de youtubeurs et plus de stars et mangaka japonais, ainsi que plus de conférences de jeux vidéo sur les... Ce n'est pas une question. Alors évidemment, voilà, posez vraiment des questions. Voilà, parce que les questions-réponses, je veux bien y répondre. Alors après, plus de stars et mangaka. Alors les mangaka, ça dépend ce que vous appelez, mais on en a toujours eu. Là, cette année, on avait Shikashi Kobota, qui est quand même un grand monsieur de l'animation. On avait plein d'artistes musicaux japonais. On avait un peu de tout. Chaque année, on essaye d'en chez avoir. Kana, je crois qu'ils avaient ramené. Voilà, il y avait des mangaka français. Faut... Donc on essaye de faire le plein chaque année. Après, malgré tout, même quand on dit l'Asie est réouvert, etc., bon, on le voit bien quand on va au Japon, les Japonais sont pas ultra chauds à se déplacer encore. Et de toute façon, les mangakas, ça a toujours été une histoire très compliquée pour les déplacer. Et c'est vrai qu'à Japan Expo Paris, on en voit énormément. Et il y en aura vraisemblablement énormément cet été, vu tout ce qu'on nous annonce. Mais sur Marseille, ça a toujours été plus compliqué. Donc on a des animateurs avec plaisir. Après, donc Métamorphosie, qui depuis tout à l'heure a une tendance à s'exciter un petit peu dans le chat, qui dit 3 halls dont un vide pour faire la queue inutile, un autre avec des stands. Bah, la queue inutile, ça dépend à quelle heure vous arriviez, parce qu'à 7h du matin, et avant l'ouverture, il y avait du monde. Donc on a une file d'attente effectivement dans le hall 1 qui tenait facilement jusqu'à, ça dépend des jours, mais 10h30, 11h. Et qui permet de tenir à l'abri, qui permet, pour être à l'abri du vent, à l'abri éventuellement de la pluie. Parce qu'on est quand même un événement en hiver, hein, même si on est à Marseille, il se peut que... Et encore une fois, c'est vraiment un problème de perception, puisque là, si on prend la surface couverte du hall 3, donc qui était le grand hall où il y avait tous les stands, à lui seul, ce hall 3, il fait déjà plus grand que le hall 1 et 2 où il y avait les stands les années d'avant. Le Palais des Congrès, c'était encore une autre histoire, mais toujours est-il que là, en superficie, le festival était plus grand. Il y avait plus de stands, il y avait plus d'animations et les scènes étaient plus grandes parce que l'inconvénient de l'amphithéâtre, par exemple, qu'on avait dans le Palais des Congrès, c'est que une fois qu'il était rempli, il était rempli. On ne pouvait pas en mettre debout, on ne pouvait rien faire. Là, l'avantage de retourner sur ce genre de scène, c'est comme ça. La programmation en 2019-2020 avec ces 3 espaces, le retour systématique dans les sondages des gens, c'était qu'on ne s'y retrouvait pas parce qu'il y avait trop d'espace, etc. Donc la conclusion, et a priori c'est pas le cas de Métamorphosie, mais la conclusion des gens c'était c'est plus pratique quand il y a un seul hall. Donc c'est vrai qu'on a essayé de regrouper tout le monde cette année. En plus dans le hall 2, il y avait les dédicaces, donc on disait les expositions, il y avait les stands de restauration. Et de toute façon, les stands, que ce soit les stands de loisirs ou que ce soit les stands pro, quand on leur propose de s'installer dans le hall 2, ils veulent tous être ensemble dans le même hall. Donc de toute façon, il y a à ce moment-là une contradiction. Parce que effectivement, les exposants ne veulent pas être disséminés dans plusieurs halls. Quand on était en 2020 sur la dernière, tout le monde voulait aller dans le hall 1 parce que le hall 2, les visiteurs ne le trouvaient pas. Pourtant, dans le hall 1, il y avait l'entrée, dans le hall 2, il y avait la sortie. Donc à un moment donné, les visiteurs, ils devaient forcément les trouver. Donc c'est vrai que l'avantage d'avoir ce grand hall, et je le répète, grand hall, c'est que tout le monde est réuni au même endroit. Et en fait, l'impression qu'il y en a moins, c'est faux en fait. Et le retour du Palais des Congrès avec les différents étages, etc., on avait plein d'exposants qui se plaignaient qu'on les trouvait pas, que c'était mal indiqué, etc. Les visiteurs, quand ils sortaient, ils voyaient effectivement les fléchages, mais c'était quand même extrêmement
rare que quelqu'un ait vu les 3 halls. La plupart des visiteurs nous disaient on en a vu 2. Voilà. Et la configuration pouvait donner une illusion de taille qui se perd quand on a quelque chose qui est plus monobloc. Mais c'est une impression. Enfin, il faut vraiment se rendre compte. De facto, dans les faits, on est sur quelque chose où en surface c'est plus grand, en quantité d'exposants, en quantité d'animation, en quantité d'invités, enfin en tout, on a fait plus. Et en plus, nous, on a pris soin de faire plus aussi parce qu'on se doutait bien qu'il allait y avoir comme ça ces impressions. Mais c'est quelque chose que les gens, et ça a créé une espèce de fantasme de quand il y avait le Palais des Congrès, mais c'était pas si pratique. Et fallait voir le parcours que ça pouvait représenter. Après, c'est difficile. On comprend qu'il y a des gens, peut-être qu'il y a des gens à qui ça plaisait, on conçoit, mais ça peut pas être opposé à des faits. C'est-à-dire que on comprend les impressions, on les accepte, mais dans les faits, c'est pas la situation. Et pour revenir, parce que on disait qu'on se cachait derrière tout un tas de trucs, etc. Métamorphosie disait que je l'ai traité d'excité. Non, j'ai dit que tu t'excitais dans le chat, parce que là, on envoyait plein de messages, alors que c'est pas le moment où on peut vous répondre. C'est un peu dommage, le but du jeu, c'est d'échanger. Donc, que ça n'ait pas plu la façon dont c'est organisé, c'est dommage. Le truc qu'il y a, c'est que juste dire c'était nul, c'est pas très intéressant. Dire que vous n'avez pas pu circuler, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Mais honnêtement, à un moment donné, les allées, si vous allez à peu près n'importe où, elles sont beaucoup plus petites. Donc on a fait des allées très grandes. À un moment donné, il faut quand même se rendre compte que l'événement loue un hall. Donc il faut forcément qu'il y ait une circulation pour les visiteurs, mais aussi de la place pour les exposants. Et que dans la plupart des manifestations, les allées font 3 mètres, puisque la norme en termes de sécurité incendie, c'est 3 mètres. Nous, on met des allées doubles. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Pas dit que c'était nul, si je crois en fait quand même. Donc, pas satisfait, on peut l'entendre, mais allons-y, parlons-en. Qu'est-ce qui n'a pas plu? Vous avez du mal à circuler? Ok. Malgré tout, quand il y a beaucoup de monde, que ce soit à Paris, à Marseille ou n'importe où, si on savait exactement où vous allez vous promener, on pourrait se dire chouette, on va agrandir là. Mais d'une année à l'autre, c'est pas du tout le cas. Donc là, qu'il y ait eu des problèmes de circulation, qu'il y ait eu des problèmes, tout un tas de choses, on l'entend. Malgré tout, on a besoin de points précis pour pouvoir agir sur qu'est-ce qui a déplu. Juste dire c'était vraiment la pire cette année, moi je ne trouve pas ça très constructif. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc après, c'est le moment où on peut discuter. Maintenant, on ne va pas rester trop longtemps sur ce sujet-là parce que sinon, on ne pourra pas discuter avec tout le monde. Donc, on va avancer sur les questions. Mais c'est important de dire quand même qu'on entend ce que les gens disent et qu'on va tout faire, enfin vous allez tout faire pour améliorer tout ce qu'il faut améliorer évidemment. Et il y a des sondages, je crois, ça, vous envoyez des sondages à tous les exposants. On fait des sondages tous les ans qu'on envoie à tout. Alors là, surtout cette année, en plus, il y a une grande majorité des gens qui ont acheté sur notre site. Donc du coup, on a une grande majorité des gens qu'on peut contacter puisqu'on a leur adresse. Et tous ces sondages nous servent. Quand on dit qu'on écoute les gens, clairement, quand on a repris là, par exemple, le hall 3 et le hall 2 qui plaisent moins à certains que quand on avait les 3 petits halls, c'est parce que la grande majorité des gens dans le sondage nous disaient on est perdu, il faut revenir comme avant, c'est mieux quand il y a un seul hall, etc. Voilà. Donc il y a des avantages et des inconvénients, on essaye de peser le pour et le contre à chaque fois. Et donc on invite plutôt les gens aussi à répondre à ces sondages et vous y tenez vraiment compte, c'est pas juste pour faire, voilà, important. C'est vraiment traité, vous le lisez et vous essayez d'améliorer ça. On a évolué dans le festival au fur et à mesure des années. Notamment grâce au sondage où on voit statistiquement des points de satisfaction, des points d'insatisfaction et on travaille à développer ce qui satisfait et à corriger ce qui ne satisfait pas. On fait Japan Expo depuis un certain temps maintenant et on n'aurait jamais tenu si on avait pris l'attention de personne, quoi. Je vois des questions sur Tsukasa Ojo, qui est l'invité d'honneur de Japan Expo Paris, notamment parce qu'il y a des nouvelles sur sa venue. Et concernant ses dédicaces, est-ce que ce sera au tirage au sort ou au premier venu? Alors on a premier arrivé, premier servi. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance, on sera tirage au sort. Ouais. Ça sera tirage au sort, il y a trop de monde dessus. Qui vont vouloir une dédicace. C'est sûr. On continue. Y aura-t-il le retour des concerts en soirée pour Japan Expo Paris?
Alors, concert en soirée, il y a assez peu de chance. Non, il y a pour l'instant. Non, bah là, Il y a rien de comme on l'a prévu. déjà annoncé, la scène Karasu, elle ne reverra pas le jour cette année. Et donc, du coup, les concerts en soirée, c'était quand même de toute façon quelque chose d'assez compliqué à gérer, à la fois avec les artistes et le public n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Donc, on préfère garder notre énergie pour autre chose. Est-ce qu'il sera là les 4 jours, ce jour? Il me semble pas. Je crois qu'on avait déjà dit. Ojo, il sera là 3 3 jours. C'est ça. 3 jours. C'est ça. On est en train de voir avec ces agents exactement quel jour, le nombre de dédicaces. On sait qu'a priori, on en aura une par jour, mais on aimerait bien en avoir plus. Donc, on a rendez-vous dans 15 jours à Tokyo avec eux pour essayer pour négocier, quoi. d'en avoir un peu plus. Bien, on espère. Pour revenir sur Sud, c'est Olivier Dumas qui dit sans compter que les guests étaient positionnés à la fin du hall 3 et de par ce fait, elles n'ont pas eu autant de personnes qui sont passées les voir car les gens s'arrêtaient avant d'arriver à leur stand. Pourquoi ne pas les avoir mis plus en avant? Les guests, Il y a eu des guests dans le hall 3 apparemment qui étaient vachement reculés par rapport à d'autres. ça doit être les stands de loisirs. Il y avait les tremplins créateurs. web notamment, Ah, les donc tremplins avec El Le Fou, Judaishi, etc. On peut pas mettre tout le monde à l'entrée de toute façon, donc c'est la problématique. Là, l'idée de l'organisation des halls telle qu'elle est, c'est justement de créer un sens de circulation de manière à ce que les gens passent forcément. Après, la problématique, effectivement, c'est que les visiteurs qui auraient fait des petits achats de compulsion au début, etc., quand ils arrivent à la fin du hall 3, il y a moins de budget disponible. Mais l'idée, c'est malgré tout de pouvoir faire en sorte que ça circule partout. Et les gens arrivant le matin assez tôt et restant jusqu'à tard le soir, on ose penser que, et on le voit aussi dans les sondages, la durée de visite est assez longue. Je veux dire, en moyenne, on est à plus de 4 heures. Quand vous passez 4 heures, on imagine bien que tout a été parcouru, sachant qu'il y a des gens qui sont là à 9 heures et jusqu'à 18 heures sans problème. Voilà. Ok. J'avais une question plutôt intéressante de Oumi Lloyd. Pourquoi vous êtes-vous étendu à la pop culture sud-coréenne? On a beaucoup parlé de Amazing. C'est pas que la Corée, Amazing évidemment. Mais il y a vraiment un intérêt déjà du public, j'imagine. Ouais, il y a un intérêt du public. Et puis nous, c'est toujours considéré à la fois comme un événement sur le Japon, mais un événement sur la pop culture en général. Et on a toujours eu des tentatives, des expérimentations sur la pop culture américaine, sur la pop culture coréenne. Dans le temps, on avait collaboré avec Tokebi à l'époque des manhwas, c'était pas des webtoons, c'était des manhwas. Il y a des choses qui sont formidables et il n'y a pas de raison de ne pas les montrer, surtout qu'effectivement dans notre communauté il y a des gens qui adorent ça, donc autant le montrer, il n'y a pas... Ok. Et c'est aussi pour ça qu'on a Amazing qui permet d'avoir un éditorial hors Japon de manière cohérente. Très bien. Clumso qui demande dans le chat pourquoi les espaces extérieurs étaient réduits, pourquoi la consigne était-elle si chère et les cosplayers ont énormément été pénalisés d'après lui. Alors, les espaces extérieurs réduits, ça c'est très mystérieux. Mystérieux, parce Ok. qu'on a même annexé la voie de circulation pour agrandir les espaces extérieurs. En bas Donc, des escaliers. C'était réduit par Sur de niveaux rapport comme ça. à l'époque où on avait l'esplanade et qu'on avait le palais des congrès, le hall 1 et le hall 2. Mais là, pour le coup, on l'a agrandi par rapport à l'année dernière, justement parce qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre de soucis là-dessus. Mais voilà. Après, la consigne, bon, bah, ça, on a vu plusieurs questions là-dessus. La consigne, ça a un coût, il faut avoir un espace, il faut avoir du personnel, etc. Donc, il y a une logique et on voit, nous, on s'est inspiré là du fonctionnement. Sur Paris, c'est une société externe qui gère tout ce qui est consigne vestiaire parce que il y a tellement de volume et c'est tellement compliqué que on passe par une entreprise externe pour gérer ça. Et du coup, en fait, à Marseille, on a appliqué leur méthode de travail et autres. Et c'est vrai que ça a l'air de rien, mais est-ce que je peux récupérer mon sac pour prendre ça et le remettre, machin? Le problème, c'est qu'il y a des gens qui viennent, quand c'est comme ça,
peut-être 20 fois dans la journée. À chaque fois, tu sors le sac, tu dois le remettre, etc. Donc, ça génère du travail pour les gens qui tiennent la consigne. Ça empêche de s'occuper d'autres personnes pendant ce temps-là. Donc, je vais reprendre une expression un peu bête et toute faite, mais tout travail mérite son salaire. Effectivement, vous pouvez déposer vos sacs quand vous les récupérez pour mettre quelque chose dedans. C'est que vous le redéposez derrière, en fait. C'est ça le principe qui Dans le process, il est ressorti. est mis en place par les sociétés qui gèrent les consignes et qu'on a appliqué nous aussi, quoi. Et d'ailleurs, en parlant d'externe, j'ai vu dans le chat un petit peu passer, je l'ai plus forcément, par rapport aux objets autorisés. Alors apparemment, quelqu'un se plaint qu'ils ont ramené des objets qui étaient autorisés sur votre site, sur le Japan Expo, qui n'ont pas été acceptés à l'entrée. Là, par les équipes de sécurité. Alors quand ça arrive, ce que je vous conseille, c'est simplement de demander à l'agent de sécurité de vérifier avec l'organisateur. Parce qu'en fait, la plupart du temps, quand il y a eu des choses comme ça, que les staffs qui géraient la partie file d'attente voyaient qu'il y avait un loup, on intervenait, on leur disait non mais ça c'est bon, allez-y, et puis c'était réglé. Mais il y a des moments où il n'y a peut-être pas la même surveillance quand il y a beaucoup de monde qui arrive le matin, etc. On est en train de s'assurer que tout se passe bien. On ne peut pas être derrière chaque truc. Mais si un objet sur le site est autorisé et que sur place on vous dit niet, faut tout de suite dire regardez sur le site c'est pas bon, vous devriez vérifier avec l'organisateur. Et généralement la consigne qu'on donne aux agents de sécu, c'est qu'en cas de doute, effectivement, ils font appel au responsable des files d'attente qui est juste à côté et qui va pouvoir leur dire si c'est effectivement le site qui a raison, ce qui est généralement le cas, ou si c'est l'agent. Et le truc qu'il y a, c'est qu'on a cette difficulté, mais partout, c'est que les agents de sécurité, on a beau leur donner des briefings, on a beau leur donner des papiers, qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas, chacun a son interprétation des choses. C'est vrai. Moi, je vais vous donner un exemple, c'est on avait des bracelets pour les exposants, pour qu'ils puissent rentrer, sortir, d'accord ? Le bracelet du samedi était bleu et le bracelet du dimanche était vert. Et effectivement, ce qu'on n'avait pas perçu, c'est que le bracelet du samedi était bleu-vert et que le bracelet du dimanche était vert-pomme. Mais c'était évident la différence. Il y en avait un qui était bleu et l'autre qui était vert. Mais du coup, ça a créé des complications. Donc il a fallu repasser. On a redonné à chacun un petit papier en disant ça c'est ce bleu-là, ça c'est ce vert-là, etc. Mais malheureusement, l'agent qui va être là le matin quand on le brief à 7h, va être remplacé par quelqu'un d'autre à 9h et ce gars-là, si on lui repasse pas bien les... Voilà. Donc c'est très compliqué, les agences de sécu sont au courant, les patrons des agences de sécu font tout pour que ça se passe bien, mais c'est difficile pour eux d'avoir le personnel nécessaire et d'arriver à faire en sorte que chaque gars de la sécu ait le même comportement. Donc ça, faut pas hésiter, si vous avez ce genre de soucis, dire bah non, sur le site c'est autorisé, est-ce que vous pouvez vérifier avec quelqu'un de l'organisation ? Et ils font appel à nous à ce moment-là. Très bien. Question de Michiru Provencia qui demande pourra-t-on prendre les billets sur place pour Japan Expo Paris ? On peut acheter les billets en ligne pendant les heures d'ouverture du festival, mais pas sur place. mais pas sur place. Voilà. Non, Il n'y a plus de caisse sur place. Est-ce qu'on a une date aussi pour Japan Expo Sud de l'année prochaine ? Japan Expo Marseille ? Peut-être pas encore, c'est un peu j'imagine. tôt, là. C'est un peu tôt. Ouais. On finit les débriefs. D'autres questions. Je vois beaucoup la question posée de Maxou76. Bonsoir, quand est-ce que vous allez annoncer le retour de Kagura Muso ? Chiaki avait tellement envie de revenir. Elle a envie de revenir, mais il faut qu'on voit avec elle comment elle fait pour revenir. Donc peut-être qu'on aura l'occasion au Japon de voir. Mais je sais que c'était plutôt positif, parce qu'il faut savoir que pour cette partie-là, plus culturelle à la base, on travaille avec une association japonaise qui s'appelle Japan Promotion. Japan Promotion. Et que du coup, Kagura Muso était venu par Japan Promotion. Japan Promotion, c'est ceux qui font tout l'espace Wabi Sabi, le grand espace au fond du hall 5A, là. Et donc, il y a eu quelques soucis sur les prestations de Kagura Muso, mais qui, je pense, ont été éclaircis. Et après, c'est des questions de budget, de planning, de machin. Donc, nous, on est plutôt contents. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de gens qui veulent venir qu'on se dit que c'est bien de faire tourner, de ne pas avoir tout le temps les mêmes. Tout à l'heure, il y avait des gens qui disaient « Vous ne voudriez pas faire venir d'autres comédiens de doublage ?» Si, avec plaisir. Mais Philippe Ariotti, c'est la première fois qu'il vient à Japan Expo sa vie. Donc, a priori, on a fait tourner. Brigitte, c'était la deuxième fois qu'elle venait
en 13 Japan Expo Sud, c'est la deuxième fois seulement qu'elle venait. Donc voilà, et on trouvait que c'était intéressant parce que comme on avait Kubota, avoir la voix de Goku et la voix de Freezer, Piccolo, c'était intéressant. Sachant qu'on avait aussi proposé à Patrick Borg, donc la voix de Goku adulte, de venir. Malheureusement, Patrick, qui était là avec nous à Orléans, avait des problèmes de santé et ne pouvait pas se joindre à nous sur Sud. Voilà. Ok. Donc, pas de souci là-dessus. Alexis qui demande envisagez-vous une édition 2023 de Japan Expo Paris plus ambitieuse ou êtes-vous encore limité par les conséquences de la crise sanitaire? Alors, on est limité par les conséquences de la crise sanitaire parce que on a vécu 2 ans sans revenus, sans possibilité de contact. Là, on va au Japon quand même pour ça. animer Japan. Dans ses limites, on est hyper ambitieux. Voilà. Mais si on est obligé de faire attention, mais par contre, quand on peut y aller, on y va. Et on va animer Japan, enfin on retourne au Japon, on va animer Japan, on rencontre plein de gens justement pour réactiver tout ce qui s'est arrêté. On vous l'avait dit, hein, loin des yeux, loin du cœur, 2 ans sans Japon. Il y a des liens qui se sont un petit peu distendus, mais là, on avait commencé en fin d'année dernière, on y retourne et on espère bien pouvoir tout reconstruire. Mais il y a des éléments, des effets de bord encore du Covid, hein, puisqu'on va animer Japan, comme disait Jean-François, pour rencontrer tous les professionnels du monde de l'animation. Et il se trouve que, à cause du Covid, en tout cas, c'est les raisons officielles invoquées, la partie B2B, la partie où on peut rencontrer tous les gens, eh ben, elle n'a pas lieu en physique à Tokyo, elle a lieu en ligne. Donc d'un coup, et voilà. Donc ça fait partie des petits effets de bord comme ça. Mais voilà, on vit avec ces surprises-là et on va à fond dans toutes les opportunités qui sont offertes. On prévoit, on est en train de faire des très très belles expos, on est en train de finaliser des belles rencontres avec des grands auteurs, les exposants, hein, parce que les exposants font aussi de la programmation, sont en train de nous commencer à nous annoncer des choses qui sont assez formidables. Les associations, je crois qu'elles s'affûtent. Non, ça pique, mais ça passe, quoi. Et alors, il y avait Kami-sama Bina, et je vois qu'Olivier Dumas remet la même question, qui posait la question là sur les espaces extérieurs. Alors, sur les espaces extérieurs, on avait prévu tout un tas de choses cette année, parce que justement, on voulait les exploiter de manière plus importante, notamment pour la partie photo, que c'est sympa. Il y a 2 choses qui nous ont fait échouer là-dessus. Le premier, c'est la commission de sécurité, où effectivement, tout d'un coup, il y avait des normes, puisqu'ils annonçaient du Mistral et patati patata, pour lester tous les décors qu'on avait prévus en extérieur, qui sont devenus complètement aberrantes, puisque on a peut-être parlé, mais on a une commission de sécurité qui est arrivée le jeudi après-midi avant l'ouverture. Et donc, du coup, les espaces qu'on avait prévus n'étaient pas assez lestés contre le Mistral à leur goût. Donc, on a dû tout ranger. Et les décors à l'intérieur, en fait, je disais qu'on met les mêmes de tous les ans. Là, on a déployé une vingtaine de décors avec des paysages japonais et autres qui ont été imprimés au mois de novembre. Donc, que le fond manga soit effectivement redondant, j'entends. Le décor d'Alice et tous les autres décors ont été là pour la première année. Donc, je suis désolé qu'ils n'aient pas vu la différence, effectivement. Mais là-dessus, on y travaille. Et en extérieur, va falloir qu'on trouve un système. C'est peut-être en se mettant à l'abri entre 2 halls, etc. C'est ce qui a été évoqué, qu'on y arrivera. Le souci, c'est que quand on voit les espaces extérieurs et le monde qu'il y avait pour les restaurateurs, il faut qu'on arrive à faire cohabiter tout ça avec des espaces pour le cosplay, etc. Et ça a l'air de rien, mais les extérieurs ne sont pas gratuits. Donc, plus on rajoute d'espace, plus ça coûte cher. Je suis tout à fait d'accord. Et moi, je voudrais juste Métamorphosie, là, qui a plein d'énergie, qui regrette le jardin japonais. Nous aussi, on le regrette. C'était une collaboration avec la mairie de Marseille. La mairie de Marseille a changé. Et la nouvelle mairie, la nouvelle équipe a décidé de ne pas continuer
de construire ce jardin qu'on travaillait nous avec des équipes formidables Des espaces verts. des espaces verts. Qui ont envie en eux, Voilà. mais la volonté de la mairie. Donc si ça vous manque tant de ça, allez l'exprimer à la mairie pour qu'on ait un espoir que ça revienne. Parce que nous, on est tout aussi déçus que vous. Voilà. Très bien. Mais effectivement, avec le changement aux élections, là, les espaces verts ont disparu. Je vois beaucoup de questions par rapport aux photographes. Et tu le disais un petit peu pour les espaces extérieurs, pour les cosplayers. Pourquoi quelqu'un qui pose la question, Koji Dub, qui demande pourquoi ne pas leur faciliter la vie à ces photographes en leur organisant, je sais pas moi, des espaces dédiés. Il y en a. Alors, il y en a, parce qu'on fait appel à certaines associations spécialisées dans le photo de cosplay, etc. Okay. Il y en a peut-être pas assez. C'est peut-être ça la problématique. Il faut peut-être plus de photos, machin. Malgré tout, on essaye d'avoir une petite dose de chaque truc. Ce qu'on voit là dans les retours, et notamment sur les histoires de circulation, de densité, c'est que peut-être qu'il faut qu'on baisse un peu la jauge, comme on l'a fait sur Paris, pour que la circulation, même en journée pleine comme le samedi, elle reste plus agréable. C'est ce qu'on a déjà dit sur Paris, mais on n'est pas là pour faire 70 000 personnes. Avec 46 000, on est content. On peut les répartir. S'il y a plus de place le samedi, les gens viendront certainement le dimanche. Et puis voilà, on n'a pas de souci là-dessus. Malgré tout, effectivement, il faut être aussi lucide sur le fait que quand vous venez avec je disais le Tibidino, on peut pas se balader dans les allées n'importe où avec. Donc, si vous partez sur des costumes comme ça, il faut aussi se rendre compte qu'on pourra pas. Il y aura forcément un moment donné où on pourra pas vous garantir que vous passerez partout, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y aura des avant-premières, films ou animés, à Japan Expo Paris? On espère. C'est peut-être pas encore, oui. forcément, oui, il y en aura. Il y en aura. Excusez-moi, j'ai cru qu'il n'y avait pas une question en fait. Il y aura des avant-premières à j'enchaîne. Il y a plein de questions. Donc Vas-y. Il y a un truc qui est revenu souvent là auquel je voulais parler, c'est sur les stands amateurs et sur les contrefaçons par d'autres stands et autres. Comme le disait quelqu'un dans le chat, effectivement, la problématique sur les histoires de contrefaçon est toujours le même, c'est que les ayants droit, donc Kana, licencié de Naruto, peut aller voir des stands en disant vos produits Naruto, c'est des produits pirates. Sur Paris, ils font régulièrement intervenir les douanes, etc. Et c'est comme ça qu'on lutte contre la contrefaçon. Le meilleur moyen de lutter contre la contrefaçon, c'est que tous les gens arrêtent d'en acheter, en fait. Parce que nous, en tant qu'organisateurs, on peut rien faire. Je lisais des gens qui disaient mais arrêtez de les faire venir. Alors il faut savoir que beaucoup de gens que vous avez identifiés comme venant avec des objets de contrefaçon, à Paris ils viennent aussi, mais avec rien, parce qu'ils savent qu'à Paris il va y avoir des interventions de la douane, etc. Donc ils enlèvent tous les trucs un petit peu pas légal, on va dire, et ils viennent qu'avec du produit officiel. Donc le problème qu'on a, c'est que nous, on peut pas leur refuser d'acheter le stand parce que ça serait illégal, c'est ce qu'on appelle un refus de vente. Du coup, on peut pas savoir tant qu'ils sont sur place ce qu'ils vont avoir. Et une fois qu'on est sur place pour constater que ça, c'est un faux, on n'en a pas l'autorité. C'est-à-dire qu'on a déjà fait ça en disant mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, tu vends n'importe quoi. La réponse juridique, légale, très, très concrète, c'est de dire d'où vous êtes capable, vous, d'estimer si c'est du vrai ou du faux. Moi, je vous dis que c'est du vrai. Et on a vu aussi un autre phénomène se développer. Par exemple, sur des pluches Totoro, au début, c'était facile. On disait, là, il n'y a pas le sticker holographique Ghibli, tu me le ranges. Et maintenant, ils arrivent à avoir ce genre de choses. C'est comme la fausse monnaie. Plus ça va, plus les billets sont réalistes. Et voilà. Et donc sur la contrefaçon, on fait régulièrement des conférences là-dessus pour sensibiliser avec tous les ayants droit, etc. On peut pas. Et tout à l'heure, je voyais aussi certains qui se plaignaient que les douanes avaient été un peu zélées et avaient été tapées dans le fan art. Il faut bien se rendre compte que concrètement, le fan art est toléré, mais c'est considéré par les ayants droit comme de la contrefaçon. Parce que, et ça faisait partie des problématiques de règles dont on parlait sur le WCS, quand on utilise l'image d'un produit qui est licencié Shueisha, etc., on a beau dire c'est du fan art, je suis pas beaucoup dans l'argent, il y a certains fanzines qui font des choses sur Dragon Ball, eux, c'est pas la peine qu'ils mettent les pieds à Japan Expo parce qu'ils vont se retrouver automatiquement attaqués par Viz, par Glénat, etc. Parce que ça a beau être du fan art, quand tu fais un fanzine comme ça, que tu finis par en vendre 1000, 2000, etc., ce n'est plus toléré, en fait. Donc, le fan art, il est toléré. Donc, le seul truc, c'est qu'à un moment donné, effectivement, c'était, je sais plus quoi, en 2019 ou 2018, il y a eu
Pokémon Company qui est venu et tout le fan art Pokémon, il a disparu de Japan Expo parce que, ok, c'est pas de la contrefaçon à grande échelle comme certains peuvent le faire, mais ça reste interdit en fait. Ça reste interdit parce que vous pouvez faire du fan art chez vous pour offrir, pour machin, mais le vendre, c'est interdit. Et c'est là toute la difficulté. Donc, on vit dans un monde où on tolère les choses. Donc, on essaye de pousser ces jeunes créateurs pour montrer leur talent. Mais c'est vrai que plus tôt vous avez votre propre univers et vos propres personnages, mieux c'est. Voilà. Oui. Et le dernier point, c'est je voyais quelqu'un qui disait ouais, on les empêche de vendre à plus de 12 euros, sinon il faut qu'ils prennent un tarif au stand pro. Alors ça, c'est totalement faux. On l'a expliqué la dernière fois. C'est que vous avez différentes gammes de prix. Je dirais qu'il y en a 4 ou 5 d'ailleurs. Donc il y a le stand, effectivement, le plus bas, c'est le amateur. Où effectivement on met une limite à 12 euros parce qu'on veut là vraiment aider les petites structures, ceux qui démarrent, etc. Quand vous commencez à avoir plus de produits, vous pouvez passer au passion. Et le passion, effectivement, il coûte un peu plus cher, mais beaucoup moins cher qu'un stand pro. Il coûte un peu plus cher et là vous avez plus de limite. D'accord ? Après vous avez le stand coup de pouce pour les petites entreprises qui débutent. Vous avez le stand pro. Voilà. Donc en fait, il y a différents échelons et simplement, effectivement, c'est pas qu'on ne veuille pas, mais c'est à un moment donné, si il commence à avoir un volume de vente suffisamment important, il faut qu'il passe dans la catégorie au-dessus. On va dire, il y a vraiment les débutants à qui on fait vraiment un stand pas cher qui nous coûte de l'argent. Puis il y a le stand passion qui est un peu plus cher, mais pareil, on rentre pas franchement dans nos frais là-dessus. Et puis après, il y a le coup de pouce, le stand pro, etc. Très très bien, je pense que c'est assez clair pour toutes et tous. Concernant le thème de cette année pour Japan Expo, c'est enquête et mystère. J'ai vu quelques personnes, enfin surtout une personne et peut-être quelques autres, se plaindre qu'elle n'était peut-être pas très présente sur le Japan Expo Sud. Ouais. Est-ce que vous pouvez peut-être en toucher un mot Enquête et mystère, donc c'est un thème qu'on a lancé pour essayer de regrouper un peu tous les éditeurs français autour de ça, parce que l'idée c'est de faire une exposition avec un peu tous les acteurs du marché pour pouvoir présenter leurs produits, leurs licences, etc. Il se trouve que sur Marseille, les retours ont été assez faibles et que finalement il n'y avait pas matière à faire quoi que ce soit là-dessus. Donc on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Sur Paris, il y a une exposition qui est en train de se monter sur la thématique avec la plupart, d'ailleurs on va en reparler, la plupart des acteurs du marché, donc ça va être une autre histoire. Spoiler alerte. Voilà. Ok, très bien. Alors, il y a tellement de questions que je ne peux pas, évidemment, et malheureusement on n'aura pas le temps d'y répondre à toutes. Ils sont revenus, enfin vous êtes revenu sur l'histoire du Palais des Congrès en disant qu'on vous écoute pas, mais si on a changé, c'est aussi parce qu'on a écouté, encore une fois, on fait des sondages. Voilà. On a eu des feedbacks et ces feedbacks nous ont conduit à rechanger le festival. On s'est pas amusé à avoir des halls, à passer au Palais des Congrès, puis à retirer le Palais des Congrès, juste pour le plaisir de dire vous l'avez eu une fois et plus jamais. C'est parce que les gens trouvaient que c'était compliqué de circuler, parce que les gens trouvaient que c'était compliqué d'aller d'un endroit à l'autre, d'avoir des étages. Il y a d'autres contraintes, hein. On l'oublie avec le temps et on garde que ce qu'il y a de meilleur, mais il y avait énormément de contraintes sur le moment. Et c'est parce qu'on a eu ces feedbacks-là qu'on a changé aussi. Voilà, c'est pas vrai. On écoute vraiment un maximum des feedbacks qu'on a. Ici, tout ce qui a été dit, on le note et on l'enregistre et on va le prendre en compte du mieux qu'on peut. Mais voilà, encore une fois, il y a des faits, quoi. Ok. Pour la mise à jour de l'application Japan Expo Paris 2023, c'est peut-être ça que tu allais me proposer. On est en train de travailler sur tout un tas de trucs, notamment ça va avec la question sur le plan, puisque effectivement le plan, on avait une solution d'un sous-traitant qui était très bien, sous-traitant qui n'a pas supporté la pandémie, et donc du coup on se retrouve sans application de plan. Donc là on a trouvé des solutions intermédiaires, mais le temps qu'on développe une solution adéquate qui va permettre de faire le lien entre la liste exposant et le plan, entre le plan et la liste exposant, etc. C'est très long. J'espère qu'on l'aura pour cet été, mais honnêtement, on a pris du retard là. Et je dis on, notre prestataire a pris du retard. Moi, je supervise le projet, donc je vois bien. On est encore
capable d'être dans les temps et on va tout faire pour. Mais c'est vrai que, par exemple, notre prestataire informatique, lui, il subit la pénurie d'informaticiens. Donc on a passé souvent des annonces, machin. Si, il y a ces gens qui font du développement informatique, etc. On a un prestataire informatique qui rêverait d'embaucher des gens compétents et performants. Voilà. Décidément, on peut trouver du travail hein, quand on a cette émission. Ah ouais. Chaque semaine, chaque mois, il y a des postes à Peut-être prendre. rajouter Pôle emploi dans les. Voilà. Nous Dans les sommes de l'autre sponsors. côté de la rue. C'est fou. Mais oui, il y a plein d'opportunités, il y a plein de possibilités. Et on me demandait si on pouvait programmer Japan Expo Sud en mai, juin, juillet. C'est une époque de l'année où on est déjà concentré sur un autre événement. Et, ce serait compliqué de Voilà. faire à ce moment-là. Après, on se cale sur les vacances scolaires. Donc, j'ai vu que la zone B l'année prochaine, si on se cale là-dessus, on va se retrouver 10, 11, 12 mars. Donc, déjà, D'accord, ok. plus tard. Plus tard. Voilà. Ouais, effectivement. Il y a une histoire sur le panneau sur les cosplayers. C'est ça exactement, c'est le fameux panneau pour prévenir les gens qu'il fallait pas toucher. Voilà. Alors, ce forcément. panneau, on en a fait une vingtaine d'exemplaires. Je crois qu'on en a positionné une douzaine. Et à la fin, on en a récupéré 2. Donc, je suis. Les gens sont partis avec. Ouais, je suis avec Koji Dub ou si jamais il y a des gens dans le chat qui seraient par erreur partis avec une bâche On ne vous entraînera pas. et qui veulent nous la rendre, faut pas hésiter. Je n'ai pas en tête, mais on l'avait mis à différents endroits. Le truc qu'il y a, c'est qu'effectivement, on voulait essayer de dispatcher partout. Voilà, on va voir. On va voir comment on peut faire pour mieux le mettre en avant. On va aussi resensibiliser les gens à travers les réseaux sociaux, à travers Twitch, etc. Mais pour nous, c'est important parce que tout à l'heure, on disait vous n'avez pas de respect pour les cosplayers. Si on fait des concours, je veux dire, la scène Ichigo à Paris ou à Marseille, elle est construite autour des besoins pour le cosplay. Après, il y a une réalité économique derrière aussi, certes, mais elle est construite autour des besoins pour le cosplay puisque c'est l'événement où on veut faire le plus de choses. Si on a agrandi l'écran cette année, si on a agrandi les scènes, c'était pour ça. Donc, on fait attention à ça. On met des vestiaires cosplay libres. On a remis la consigne l'année dernière. Je veux dire, à la base, la consigne, notamment avec tout ce qui était normes anti-Covid, c'était interdit d'avoir des consignes. Donc, on a remis la consigne l'année dernière, on l'a regardé cette année. Mais normalement, tous ces trucs-là, voilà. Donc, on essaye de mettre en place des choses. Qu'on ne mette pas en place tout ce qu'il faut, certes. Aujourd'hui, on a de plus en plus de gens qui travaillent avec nous, freelance et autres, sur la partie cosplay, dans l'idée de justement améliorer l'expérience pour tout le monde. Et après, tout n'est pas forcément possible. On a aussi des contraintes de sécurité, logistique et autres qui sont compliquées. Voilà. On va prendre encore quelques questions et on va pouvoir s'arrêter là pour cette partie avant la partie des annonces. Je vois Imawari84 qui demande pour les katanas achetés en convention, est-ce qu'on peut. Est-ce qu'ils sont toujours interdits? Alors, ils n'ont jamais été interdits, il me semble, mais interdits en tout cas, on ne peut pas les sortir du carton. Voilà. On peut les acheter, mais je pense que là, la personne, parce qu'on a eu ce genre de cosplay où ils disent, mais je l'ai acheté l'année dernière chez vous. Oui, mais quand on le vend, le katana, il est dans un carton. Dans la boîte. Et on dit interdit de le sortir avant chez vous, parce que les armes de décoration, les répliques d'armes comme ça, même dans la rue, vous vous promenez avec, vous finissez au poste, en fait, c'est interdit. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, dans les cosplays, il faut qu'on se garantisse qu'il n'y aura pas besoin d'intervenir si vous le sortez ou quoi que ce soit sans danger pour personne. Parce que tu fais pas attention. Moi, je l'ai vu, même là, en faisant rentrer les gens sur Ichigo. Il y a une dame qui me pose une question et je lui dis, les toilettes, c'est par là. Sauf qu'en faisant ça, j'ai mis une baffe monumentale au staff à côté de moi parce que j'ai pas fait attention. Donc vous êtes en train de parler avec un pote, vous sortez votre sabre, vous pensez que c'est sans danger, sauf qu'à côté de vous passe quelqu'un, ma main elle a peut-être un petit peu bleuté l'oreille de la demoiselle à côté de moi, mais si c'était un coup de sabre, c'est fini quoi. Donc ça c'est des règles, c'est partout pareil. Donc quand vous venez avec des armes, faut que vous fassiez en sorte que ce soit vraiment un truc où on n'aura pas de danger. Et quand les gens achètent sur les stands, on leur passe tous des petits flyers, des machins, des affiches pour être sûr que tout le monde soit au courant qu'il faut absolument. Ce sont des items de décoration là-bas. C'est-à-dire vous les avez dans votre boîte, vous les gardez dans votre boîte, vous les transportez dans votre boîte parce que c'est interdit de les sortir sur le festival, c'est interdit de les sortir dans les transports en commun.
J'imagine que dans sa voiture, il doit y avoir une tolérance parce qu'on viendra pas vous chercher. Après, pour le sortir, c'est compliqué. Mais vous devez le garder dans votre boîte et une fois que vous l'avez chez vous, là, vous pouvez l'exposer. Mais ce sera considéré au regard de la loi comme assimilé à une arme, même si c'en est pas une. C'est-à-dire même si c'est pas aiguisé, même si ça peut pas vraiment faire de mal. Parce que comme dit Jean-François, un faux mouvement, ça peut blesser quelqu'un. Et ça reste des choses qui sont souvent un peu lourdes, un peu solides. Ça peut être mal interprété. Et puis de loin, ça ressemble à une vraie arme. C'est-à-dire, vous faites jouer avec votre faux katana, de loin, je ne sais pas si c'est un faux katana ou un vrai. Quoi. Donc voilà, faites attention, vous pouvez les acheter pour de la déco à la maison. C'est pas pour se promener dans la rue avec. Quoi. Et puis personne se promène dans la rue avec. Et alors, pour répondre aux questions sur la thématique, si vous me permettez, quand on a fait Japan Expo, à l'époque, on allait à une convention qui s'appelait BD Expo. Et le truc qui nous a traumatisé nous à l'époque, c'est que dans cette convention de BD franco-belge, la partie manga, c'était la honte, on la mettait derrière et on mettait un mur devant. Quoi. Un vrai mur. Mur qu'on appelait le mur de la honte. Donc ce qu'on a toujours voulu montrer, c'est que on était ouvert d'esprit. Et ce qu'on aimait, c'était vraiment d'accueillir tout le monde. Et c'est un peu un slogan McDo, mais venez comme vous êtes, quoi. Et donc, du coup, effectivement, on a créé Japan Expo parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de choses autour du Japon, etc. Mais aujourd'hui, et c'est aussi pour ça qu'on a Amazing qui est là, mais aujourd'hui, sous prétexte qu'on s'appelle Japan Expo, limiter ce qu'on ferait à uniquement la pop culture japonaise, pour nous, ça n'a pas de sens. En fait, on est vraiment un salon de pop culture générale. On avait Comic-Con pendant un temps, maintenant on a Amazing qui est là, justement pour accueillir la diversité de toutes les pop cultures et de passer un bon moment tous ensemble, d'accord ? Donc qu'il y ait des Disney à Japan Expo, ça ne me choque absolument pas. Là, on parlait des concours, il faut bien voir que c'est pas nous qui avons fait ce choix, c'est le public, les cosplayers, qui décident de venir avec plus en plus de cosplay hors Japon. Et si on prend tous ces cosplayers et qu'on leur dit vous devez faire que du Japon, on se retrouve avec des concours où il y aura très peu de gens. Par exemple, le World Cosplay Summit, ça en fait partie. C'est pour ça qu'il y a 3 participants cette année. Et quand on regarde le European Cosplay Gathering, etc., il y a énormément de costumes et je pense que c'est la majorité qui est hors Japon. Pour nous, c'est pas un problème parce que c'est un tout. C'est-à-dire que le cosplay, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, qui s'est développé au Japon et qui est arrivé en France par le Japon plus que par la culture américaine. Bah oui, et puis après, c'est aussi une affaire de passion. Si les gens, ils ont envie... On se déguise sur le festival aussi pour passer un bon moment. Le costume, il n'a pas besoin d'appartenir à un sujet précis. Il n'a pas besoin d'être fait, en dehors du fait d'être fait soi-même, il n'a pas besoin d'être fait avec une qualité hors du commun. Il y a des accessoiristes. Hein. Il y a des mecs qui font il y a des gens, des hommes et des femmes qui font des choses incroyables. Puis il y en a d'autres qui viennent, qui s'amusent, qui vont fabriquer eux-mêmes, ils mettent tout leur cœur et le résultat n'est pas forcément abouti. Mais et alors? Du moment qu'on est là pour s'amuser, parce qu'il ne faut pas oublier, si on fait Japan Expo, si Japan Expo est là, c'est avant tout pour que tous ensemble, en tant que communauté, on passe un bon moment sans être jugé. Quand on a créé Japan Expo en 2000, ça s'oublie aussi, mais c'était aussi un moyen de se retrouver entre fans de choses que Sans quand on en être jugé par les parlait autres. à l'extérieur, on nous disait qu'est-ce que c'est que tes machins là, entre tes japonaiseries, tes Mickey pour les gamins, enfin on a eu tout ça quoi, et on est né là-dedans nous. Et pendant 3 jours à l'époque, 4 jours maintenant, et 3 jours à Japan Expo Sud, et 2 jours à Japan Expo Centre, et ben là, on peut s'habiller comme on veut, et sans se faire sans se faire embêter, sans se faire juger, juste pour s'éclater, et après on reprend le cours de sa vie, et c'était super, quoi. Et le reste a aucune importance. Enfin, J'ai envie de dire, on va pas forcer les gens, enfin, ils viennent comme ils veulent, quoi. S'ils veulent venir en déguisement de Disney ou autre, ou qui n'est pas forcément dans le dès thème le premier manga, Japan Expo, au Japon. on avait des personnages de En fait, Disney s'il va qui lui dire non, bah toi tu viens pas en. Bah non, ça n'existe pas. Si Voilà, les cosplayers ils le font pour eux, même avant de le faire pour les autres. Voilà, on le redit, Donc, mais la tolérance, c'était le maître mot, quoi. Justement, d'être à un endroit où on serait tous les bienvenus, quoi. Et voilà, et ça n'a pas de sens. Et sans compter que je pense que le Japon est certainement le plus gros fan, le pays le plus fan de Disney du monde.
Hein, parce qu'ils ont quand même un Ouais. Tokyo Disneyland aussi. Oh. À la base, Japan Expo, c'était le festival des loisirs japonais. Et quand on nous a demandé qu'est-ce que c'était les loisirs japonais, on disait, bah, si les Japonais aiment ça, on va en parler. Et donc, on nous a demandé pourquoi il y a de la K-pop. Ah bah alors, allez au Japon, hein, mais entre Kara, Girls' Generation, etc., ça a fait le beau jour. Maintenant, il y en a d'autres. Voilà, donc il y a vraiment de tout. On avait des Funky Cops au CNIT, qui est pas du tout japonais pour autant. Puis après, où s'arrête la définition du japonais? C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui les dessins animés japonais, il y a peut-être 90% de la production qui est sous-traitée hors Japon. Hein, entre les studios en Corée, aux Philippines, etc. Il y en a partout. Oh. Il y a des boîtes japonaises qui appartiennent à des grands groupes qui sont pas japonais, etc., etc. Donc c'est très compliqué quand même à définir. Qu'est-ce qui va définir la limite? Donc là, je pense que c'est un faux problème. Et tout le monde est le bienvenu comme il veut. Il y a souvent, en fait, les gens d'eux-mêmes, quand ils arrivent et qu'ils se sentent pas à leur place, ils vont pas revenir, donc ils vont comprendre. Mais à la base, le but du jeu, c'était d'accueillir tout le monde, quoi. Donc c'est un peu dommage de vouloir faire des secteurs. Après, ça n'empêche pas qu'on peut imaginer, si c'est quelque chose qui intéresse la communauté cosplay, de se dire, tiens, le cosplay tel jour, c'est uniquement au Japon. Ce cosplay-là, tel jour, c'est ouvert à tous. Voilà. Bon, je pense que sur ces Et dans belles les paroles, allées, on fait ce qu'on veut. ouais, sur ces belles paroles, je pense qu'on va pouvoir conclure quand même la partie questions-réponses. Concrètement, Japan Expo, c'est venez comme vous êtes. Voilà. Quel que Et soit, je pense que parce qu'on disait on garde pas le Japan, mais si il y a 80, ça dépend des fois, on va dire entre 75 et 90% du contenu qui est vraiment orienté Japon-Asie. Et les petits trucs qui dérivent à côté, Ouais, mais et voilà. puis quand on voit, enfin, dire qu'on n'est pas Japan quand on a toute la zone Wabi-Sabi, la scène Sakura, tous les artisans qui se mobilisent depuis le Japon, qui viennent en France avec leurs créations. On parlait de créateurs, il y a les créateurs français, mais il y a tous ces créateurs japonais qui sont quand même aussi des faiseurs qui se mobilisent à fond, qui sont là, qui font, c'est quoi, c'est 9000 km? Ouais, mais même tout Pour- à l'heure, il pour parlait de rencontrer. Hoyoverse. Je veux dire, Genshin Impact, il y a plein de gens, en plus, je suis sûr qu'ils savent même pas que c'est pas japonais, parce que c'est chinois. Si on l'enlève, ils vont être déçus, tous les fans. Voilà. Oui, et c'est les premiers, les patrons de Hoyoverse, c'est les premiers à revendiquer leur otaku culture. Hein. C'est Faut des, pas- c'est des créateurs chinois qui ont été influencés par le Japon, tout comme Jérôme Alquier, dont on parlait, est un créateur français qui est influencé par le Japon. Voilà. Et la peluche, elle revient cet été, Colmiana. Désolé. voilà, la pluie de Dino. La peluche de Shibino, elle est en train d'être validée avec le fabricant, donc on l'aura cet été, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Ouais, Eh bien, les gens écoutez, qu'on va- on va quand même vous faire gagner des beaux shikishi Voilà. pour cette émission. Comme d'habitude, on vous fait gagner des cadeaux. Là, ce sera du coup 5 shikishi de trois des invités. Si on peut les montrer, peut-être Jean-François, Ouais. de Japan Expo Alors, Marseille. On a du coup une dédicace Philippe. de Monsieur Philippe Ariotti, Ariotti, tiens, hop, on va faire comme ça. Brigitte Le Cordier Brigitte Le Cordier et Rayton. et Rayton. Voilà. Donc voilà, 3 jolis shikishi des invités qui étaient Dédicacé. dédicacés, effectivement. Bien. C'est vrai qu'on ne le voit pas trop forcément, là on le voit bien Voilà. Rayton, mais c'est aussi le cas pour Brigitte et pour Dédicacé, Philippe Ariotti. Donc il y aura 5 gagnants dans le chat qui gagne les 3. qui gagnent les 3. Donc voilà, 5 x 3. Faudra marquer tout simplement dédicace avec un S à la fin, donc au pluriel, dédicace dans le chat. Et d'ici quelques minutes, juste après les annonces, on vous révélera qui sont les 5 gagnants de ce concours. Donc je rappelle, vous tapez dédicace avec un S à la fin, c'est important parce qu'il y en a plusieurs. Et vous gagnerez du coup les dédicaces, Shikishi dédicacés de Rayton, Brigitte Le Cordier et Philippe Ariotti. 5 lots de 3. 5 lots de 3. Il y avait une question, la photo de Chibidino, écrivez-nous en MP ou sur le site et on devrait la retrouver. Allez, on continue et on termine même cette émission avec les annonces pour Japan Expo Paris. C'est parti, jingle. On conclut cette superbe émission avec les annonces de la semaine. Cette fois-ci, on se concentre sur Japan Expo Paris, car c'est le terminus pour cette saison et pour cette édition qui promet d'être forte en invité. Je vous laisse commencer tout de suite, messieurs, avec Ouais, le on commence costaud. costaud en plus, donc ça tombe On bien. s'est dit, est-ce qu'on fait le truc ou on va. Non, là, on rentre dans le vif du sujet. Bah, il y a des grands animateurs dans le métier
de l'animation au Japon. Il y a des grands monsieur qui sont maintenant des légendes, on va dire. Et on essaye d'en avoir chaque année un peu plus. Et c'est vrai que là, on a eu un petit jeune avec Monsieur Kubota. Et là, on va avoir le plaisir d'accueillir un monsieur un petit peu plus âgé, voire beaucoup plus âgé. Ouais, un vétéran. Un vétéran, puisqu'il a travaillé par exemple sur Saint Seiya, la série en 1900. La première série Voilà, que nous on a regardé quand on 1986. était. Toi, t'étais pas Et né. du coup, J'ai regardé aussi quand même. on est très content d'accueillir Eisaku Inoue, Voilà. qui en ce moment travaille sur One Piece, parce qu'il est toujours actif, Actif. monsieur. Et Il va faire des conférences. Une conférence. il va faire une ou des conférences, et il va faire des dédicaces tous les jours, donc il va nous faire des jolis dessins et il mettra votre nom dessus. On va avoir la chance, parce que faut savoir que Monsieur Inoue a travaillé avec Shingo Araki, avec Michimino, etc. sur Saint Seiya. Et Monsieur Inoue, on a eu très peur pour lui, puisque l'année dernière, il a eu des petits problèmes de santé, enfin des gros problèmes de santé. Des d'ailleurs. gros problèmes. Et donc là, il s'est remis, et il s'est dit qu'il fallait qu'il bouge un peu plus, qu'il voit des choses avant d'avoir plus de soucis. Et donc, on est très heureux de lui dire, viens chez nous. Alors, il est déjà venu en Europe, mais c'est vrai que on l'a pas eu en France, on l'a pas eu à Japan Expo, donc nous, on est super content de l'accueillir et on a une petite vidéo. Voilà pour. C'est ça, on a pu le rencontrer du coup au Japon. Tout à fait. Et il nous a fait le plaisir de nous donner quelques mots pour vous Tout à fait. en exclusivité. C'est un monsieur discret, donc il parle Voilà, pas c'est beaucoup. ça. Ça ne parle pas beaucoup C'est et il un nous a quand même fait animateur, quoi. c'est très gentil de sa part quand même de s'être déplacé et d'avoir fait l'effort de dire quelques mots. Je pense qu'on a la vidéo, donc on va pouvoir vous la mettre tout de suite. C'est bon? Allez, c'est parti. 古くはセイントセイヤから最近はワンピースの作画を担当しております井上栄作です。ワンピースワンピースやってます。文化ですかね。でやっぱベルバラですね。ベルギー行った時にだいぶフランスっぽいファンの人とかいたんで、それのもうちょっと倍のような感じになるんですかね。去年に大病を患って一回死にかけたんですけどなんとか頑張って今生きて、それで来年フランスで会えれば嬉しいかなと思ってます。Et voilà, c'était le petit mot de Monsieur Inoue Sensei. Voilà, un grand monsieur, très discret, mais très doux. C'est ça qui nous a fait aussi plaisir de nous faire un petit chikichi pour Japan Expo, un petit dessin. Surtout que là, en fait, il y a eu un petit problème de communication, je pense, avec son intermédiaire, qui lui avait pas dit qu'il allait devoir dessiner. Donc on lui a dit, tiens, papier, crayon, il fait et hop. Voilà, on voit que tous les jours, il dessine des centaines de Luffy. Et il nous a improvisé ça, l'air de rien, c'était extraordinaire. Et j'espère que vous serez nombreux pour aller le rencontrer, quoi. Ça va être une belle rencontre en perspective. Et il en a vraiment envie, quoi. Et comme vous l'aurez vu sur la vidéo, pendant les conférences, il sera certainement un petit peu timide. Donc il faudra le mettre à l'aise. Parce que là, quand on lui a mis le micro, il était vraiment très impressionné. On le voit, il est caché derrière son micro. On sent qu'il n'est pas du tout habitué à être dans les lumières du projecteur. Donc, En tout cas, il sera là, à Paris, en juillet. Et on espère que vous serez nombreux pour aller le voir dans ses conférences et dédicaces. Ça lui fera très plaisir. On continue avec une habituée, j'ai envie de dire maintenant de Japan Expo. Ouais, une habituée, oui et non. Quelqu'un qu'on accompagne dans sa découverte des fans français, puisqu'elle est venue à Japan Expo Centre. Elle a fait ses premiers pas en France. Ouais. Après, elle est revenue le week-end dernier à Marseille, où elle a continué à rencontrer sa communauté. Puis d'ailleurs, elle s'est formée une petite communauté, entre-temps, on l'a vu. Et elle vient à Paris. Qu'elle finisse sa tournée des Japan Expo. Il y a la tournée européenne et aussi les tournées de Japan Expo.
Et donc, on a le plaisir d'accueillir Mion. Voilà. Et j'espère qu'elle va avoir un succès aussi important à Paris qu'elle en a eu à Marseille, parce que j'avoue, à Paris, à Orléans, elle m'a impressionné. Franchement, on savait pas trop comment allait se débrouiller ce petit bout de bonne femme là, qui a l'air, quand on est en coulisses, c'est toujours marrant. Les japonaises, elles sont toutes petites avec une toute petite. Et puis, elle monte sur Bah, scène. monte sur scène, et bam, ça envoie du lourd. Et du coup, elle a réussi vraiment à Orléans à chauffer la salle, à emmener tout le monde avec elle. Et bah du coup, franchement, à Japan Expo au Sud, c'était plus grand. Ouais, et on s'est dit, voilà, on change Tant pis. on change de taille. Elle dit, elle est pareille et pas. Mais Même écoutez, succès, donc hyper forte. Elle fait de la pop. Elle reprend aussi pas mal de génériques d'animés. Donc, et elle les reprend hyper bien. Donc, c'est. Elle avait un Sailor Moon, un Moonlight Densetsu là, qui a enchanté le public notamment. Et on est très 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 content de lui avoir confirmé qu'elle elle serait parmi nous cet été, parce qu'elle avait un doute, mais on attendait de voir si à Orléans c'était un coup de bol ou si c'était vraiment, vraiment ça. Et franchement, à Marseille, elle a fait plus que confirmer nos bonnes impressions. Donc on a été ravis dans la foulée de lui dire Take your ticket to Paris, please. Donc, Yes, elle va faire parle anglais. ses concerts, elle va faire des dédicaces, elle va faire des photocalls. Voilà. Enfin, la totale pour Paris. Voilà, donc ce sera aussi. Elle a eu un peu frais à Marseille. Du coup, je pense qu'elle va avoir bien chaud à Paris. voilà. Effectivement. Donc elle sera évidemment présente à Paris. On parle souvent des expositions dans les annonces. Cette fois-ci, on a encore une belle flopée d'annonces, d'expositions. Certaines qui étaient déjà annoncées plus ou moins, mais on va en reparler un petit peu plus en détail. Et certaines qu'on n'a pas encore annoncées. Tu as commencé à en parler un petit peu plus tôt dans l'émission. Tu as spoilé, comme on dit, un petit peu. Tu as divulgaché. C'est ça. Évidemment, Tsukasa Ojo, invité d'honneur de Japan Expo, aura droit à son exposition, Jean-François. Oui, et puis si ça se précise, parce qu'on a déjà annoncé qu'il venait, là on sait qu'on va avoir un bel espace, puisqu'on est en train de travailler sur une exposition d'environ 400 mètres carrés. Donc la dernière fois qu'il était venu, c'était environ 300 mètres carrés. Là, c'est 10 ans plus tard, donc forcément il y a plus de choses à montrer. On est en train de voir là, parce que du coup, on devrait pouvoir vous présenter, alors pas des planches originales parce qu'ils ne veulent pas les sortir du Japon, mais la possibilité d'avoir des reproductions haute qualité de planches dans l'exposition avec tout un tas d'illustrations, etc. Et on est en train de travailler sur les photocalls de City Hunter, de Katsai, de machin, des beaux trucs, quoi. Des très 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 beaux trucs. De quoi faire des photos que vous allez garder très précieusement très longtemps. Je pense. Et comment dire, on vous en montrera plus bientôt, parce qu'on a un rendez-vous au Japon justement pour valider tout un tas de choses. On aura peut-être des visuels, alors pas à l'émission du 3 avril, c'est ça Avril, ouais. mais plutôt à celle du 17, j'espère, parce qu'il faut qu'ils nous donnent leur feu vert pour vous donner un avant-goût de qu'est-ce que c'est que la vie, l'œuvre de Tsukasa Ojo. Et on a eu l'autorisation d'ailleurs, parce que la dernière fois, on trouvait que c'était un peu quelque chose qui manquait. Mais on aura une petite partie sur les adaptations en animé, parce qu'avant, on ne parlait que du travail de mangaka, mais là, on va pouvoir présenter aussi les adaptations en animé, et peut-être avec des choses sur le nouveau City Hunter qui va sortir cette année. C'est vrai, Voilà. C'est vrai qu'il y a un film On qui, voit les antennes là. Ah, c'est vrai qu'il y a un film qui sort au Japon Allô cette année, donc peut-être des choses en Et dans rapport. lequel il est très impliqué en fait, le sensei. Voilà. Bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Donc voilà, Tsukasa Ojo, en plus d'être présent en physique, on aura droit à une belle exhibition sur le salon. En parlant de belle exhibition, d'un mangaka aussi. Exposition. Oui, exhibition. Exhibition, oui. C'est un autre truc. C'est On sait que français, t'aimes en bien, tout mais cas. nous, moins. Effectivement. moins. Si je vous dis Osamu Tezuka, petit monsieur du manga, vraiment très, très peu connu, je Nous, crois. on te répond Black Il a fait Jack. 2-3 mangas par-ci Pour par-là, quand on a un doute, non, on peut pas le faire venir. évidemment, pour des raisons évidentes. Bravo. Black Jack, pour les 50 ans du manga, aura droit aussi à son exposition. Voilà, qui va faire aux alentours de 300 mètres carrés. Ouais, qu'on est en train de monter en partenariat avec les éditions Isan Manga Et Tezuka Productions. et Tezuka Productions. Et c'est pour fêter les 50 ans de la prépublication de Black Jack dans le magazine Shonen Champion. Le premier chapitre de Blackjack a été publié en 1973, voilà, dans le magazine d'Akita Shonen Champion.
Et là, on va avoir la chance de proposer des pages couleurs, enfin des belles planches couleurs qui n'ont pour l'instant jamais été utilisées parce que dans l'édition Kisan va sortir, les chapitres seront dans l'ordre et en plus avec la plupart des pages couleurs d'époque. Donc on va récupérer du matériel de ça et de Et qu'on Tezuka va pour pouvoir faire montrer une belle exposition. dans l'exposition en beau, en grand. D'accord. Donc une exposition de Tsukasa Ojo, une exposition Blackjack d'Osamu Tezuka. On continue avec Une amazing exposition. C'est ça. On parlait tout à l'heure d'ouverture sur le reste de l'Asie, etc. Cette année, en plus de tous les événements autour de la K-pop, du drama coréen, etc., on a décidé de faire une présentation au travers d'une exposition sur... Les dramas coréens et sur une sélection en fait qui a été faite par l'équipe Ouais. de dramas. Aujourd'hui, c'est tout le monde à peu près, je pense, a vu des dramas coréens. Ils sont disponibles partout sur toutes les plateformes et on espère pouvoir proposer comme ça cette sélection comme une introduction aux univers du drama coréen. très bien. Donc les dramas coréens aussi seront mis Avec à l'honneur. des explications sur la série, Ouais, bien sûr. des images d'extraits Voilà, de alors c'est une série. sélection, certainement que tout le monde n'y trouvera pas son compte, etc. On peut pas présenter tout parce que c'est vraiment très riche. Et puis maintenant, avec tout ce qui passe sur Viki, sur Netflix, etc., de toute façon, il y aura toujours une série que quelqu'un aura vue et pas nous. Mais voilà, on va pouvoir faire une initiation, on va dire. Voilà, Un premier pas dans le dans monde du drama l'univers coréen. des dramas coréens. Très très bien. Et évidemment, Ce qui a été spoilé. le thème de cette année pour Japan Expo, c'est enquête et mystère, qui aura droit du coup aussi à son exposition. Peut-être, c'est un mystère. Faut la trouver. Bon, celle-là. Si vous résolvez, Si Une vous résolvez exposition qui sera l'énigme, vous cachée. aurez accès, On pourrait voilà. faire ça, une exposition cachée, pour trouver le moyen de la... la trouver, c'est de c'est de suivre, hein. trouver un fil On serait dans d'enquête. le thème, on serait dans le thème. On serait dans le thème. Non, elle va pas être cachée, elle sera présente et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, parce que j'ai fait un énorme spoiler, elle regroupe en fait un travail fait avec les éditeurs. Alors Crunchyroll, Delcourt, Tonkam, IDP, Isan Manga, Kyun, Manabook, Picoma, Pika, Vega Dupuis. un peu tout le monde, voilà, pour montrer qu'est-ce qui rentrerait dans cette thématique sur le marché français de l'animé, le manga et autres, voilà. Voilà. Donc, encore une fois, On veut montrer un petit peu comment le manga et l'animation se saisissent de ce thème qui revient souvent quand même. Avec des séries connues, des séries moins connues, justement, pour essayer de faire découvrir tout ça et cet univers autour de la thématique. quoi. Oui, écoutez, ça fait pas mal d'expositions. Encore une fois, on résume, il y en a 4. Donc une So pour far. Tsukasa Ojo. Pour le moment. Pour le moment, effectivement, c'est les annonces de ce soir. Tsukasa Ojo aura droit à son exposition. Blackjack d'Osamu Tezuka pour le 50e anniversaire également. Les dramas coréens seront mis à l'honneur également lors de cette Japan Expo. Et Enquête et mystère, le thème de Japan Expo 2023, aura droit du coup à son exposition. Donc entre ça et les invités qu'on a cités un petit peu plus tôt, déjà une belle salve d'annonces pour la première émission depuis la fin de Japan Expo. Ouais, mais la Marseille. prochaine fois qu'on se voit, on aura encore plus de choses à raconter. T'inquiète. C'est ça. Et la prochaine fois qu'on se voit, ce sera du coup le 3 avril à 20h. Je précise bien, hein, je rappelle, l'émission passera à 20h au lieu de commence 19h. un petit peu plus tard. C'est ça. Donc c'est important, encore une fois, de follow la chaîne, activer la petite cloche pour ne pas louper les émissions précédentes. Et celles qui vont arriver plus tard. Plutôt, les précédentes, c'est plus, faut s'abonner à YouTube plutôt, où là on poste également toutes les rediffusions sans faute les lundis qui suivent les émissions. Donc celle-ci sera également rediffusée du coup la semaine prochaine. Messieurs, pour terminer. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les gagnants. Les gagnants, Oh, j'ai failli les oublier. Dis donc, il y en a faut- 5 en plus. Effectivement. Il y en a D'habitude, cinq il y en a 3, gagnants. mais là on en a 5 et si tu les oublies. Effectivement. Pour du coup les gagnants des dédicaces qu'on vous fait gagner, du coup il y aura 3 dédicaces par gagnant, il y en a 5 qui ont gagné ce beau cadeau. Donc Sony Darko, Crova Otaku, tiré du 8 Otaku, Camus Scorpio, Trollpat 31 et Shinai Fujino. Voilà, vous êtes les 5 gagnants. On va vous contacter en Bravo. message privé et vous donnerez toutes vos coordonnées pour qu'on vous envoie ce beau cadeau chez vous directement. Messieurs, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un petit mot pour terminer
Bah, pour reprendre un peu tout ce qu'on a dit, c'est que faut remplir le sondage pour ceux qui ont reçu, parce que c'est vraiment ça qui nous permet de savoir comment ça se passe. Parce qu'effectivement, on a des retours là ce soir, on les note. On est, comme le disait Thomas, malgré tout, dans l'idée de satisfaire le plus grand nombre. Donc si effectivement certains dans le chat trouvaient que c'était mieux de telle façon, mais que la majorité des gens sur le sondage nous disent que c'était mieux d'une autre façon, on ira plutôt vers la majorité pour satisfaire le plus grand nombre, quoi. Très bien. Thomas, t'as quelque chose à rajouter Ceux qui l'ont pas reçu, regardez dans vos spams, parce qu'il y a des chances qu'il y soit. On a pris, enfin, il faut que vous ayez acheté votre billet, attention, sur le site de Japan Expo, parce que on n'a pas accès aux adresses email des gens qui ont acheté via la Fnac ou d'autres magasins. RGPD oblige. RGPD Garde oblige. les informations chez eux, effectivement. Mais par Très bien. contre, tous les autres, on a les emails, on a envoyé, donc il n'y a pas de raison. Très bien. On vous attend et on apprécie ces retours positifs. On apprécie toujours, mais négatifs aussi, parce que c'est ce qui nous permet de nous améliorer et de changer des choses. Après, encore une fois, on va suivre l'avis d'une certaine façon, on va suivre l'avis de la majorité, quoi, parce qu'on veut aller vers là où l'ensemble des gens qui viennent sur le festival, de manière générale, ont envie d'aller. Voilà. Eh bien, Et messieurs. je sais pas si tu l'as dit, mais il faut Ouais. nous envoyer un message privé pour. Ouais, je l'ai dit. Mais Bah, on ils peut le répéter. ont pas écouté alors. Ils nous Ils étaient écoutent. tellement heureux. Que... Voilà. Bon, en tout cas, voilà, on vous souhaite quand même un bon voyage au Japon, messieurs. Vous nous ramenez, j'espère, de beaux invités en plus, de belles choses pour les expositions, etc. etc. Nous, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission, du coup, le 3 avril. Donc, une petite pause de quelques semaines. D'ici la prochaine émission, et promis, il y aura encore plein d'annonces pour Japan Expo Paris. C'est la dernière ligne droite, j'ai envie de dire. C'est une grande ligne droite. Ça reste quand une même. grande ligne droite, mais dans la saison, dans l'émission, on a eu centre, on a eu sud, et maintenant on a Paris qui arrive incessamment sous peu. On vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une très bonne semaine, et on se dit à très vite pour de nouvelles émissions. Merci beaucoup à tous. Au revoir. À très bientôt.